Hello, c'est la Abigail du montage. Je passe une petite tête ici pour mettre un petit trigger warning sur cet épisode de podcast et cette vidéo parce que on va aborder la thématique, le sujet de l'inceste et des violences sexuelles vont être abordés lors de cet épisode. Donc si jamais tu sens que c'est des sujets qui peuvent t'activer ou te déclencher, protège-toi, c'est très important. Et j'en profite aussi pour te dire, souviens-toi de t'abonner à cette chaîne YouTube et à laisser un petit like et un pouce en l'air. C'est très important pour la continuité de cette émission et puis pour valoriser le travail que je fais aussi. Voilà, de très gros bisous et très belle écoute. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube où tu découvriras les épisodes filmés de mon podcast Itinéraire bis, le podcast qui explore les chemins de vie et leurs déviations. Abonne-toi dès maintenant pour découvrir ces histoires inspirantes. Pour me soutenir, tu peux aussi liker cette vidéo et la partager autour de toi. Je te souhaite une très belle écoute. Merci Manon, merci Indira d'avoir accepté mon invitation à podcast. La première question où j'initie tout le temps mon podcast de cette façon-là, c'est comment vous vous sentez ? Plutôt bien. Moi, j'ai pu venir accompagnée de mon chiot, donc ça va. Oui, parce que on a un bébé dalmatien avec nous pour cet enregistrement à podcast. Donc moi, je suis trop contente parce que c'est la première fois que je fais un podcast avec un bébé dalmatien. J'espère qu'il va être sage. On espère qu'il va être sage. S'il a besoin de sortir, on fera une pause, il n'y a pas de souci. Et c'est aussi la première fois que vous êtes deux invités. Donc moi aussi, vous êtes en train d'initier un nouveau format de podcast pour moi en tout cas. Et donc ma deuxième invitée, Indira, comment tu te sens ? Eh ben moi, je me sens bien. Je suis très émue et touchée que tu nous aies invités. Vraiment, c'est vrai ? Je suis hyper touchée. Ouais, vraiment. Donc voilà, j'ai hâte de ce qu'on va partager toutes les trois. Ouais, carrément. Exactement, moi pareil. Je me réjouis. Alors, pour la petite intro, on s'est rencontrés parce que Indira, tu m'avais contacté sur les réseaux sociaux pour faire un atelier donc de médiation par le cheval. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés toutes les trois. Pour les personnes qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors moi, du coup, c'est Manon Comparini. Pour me résumer, j'aime bien dire que je suis spécialiste de la relation au cheval. Mais après, c'est bien plus large parce que dans mon métier, j'accueille des chevaux au travail. Généralement, en rééducation, c'est des chevaux qui ont eu des problèmes, soit physiques, soit mentaux, de maltraitance, ou pas forcément de maltraitance, mais n'ayant pas été compris, en tout cas par des professionnels, et où ça a eu des conséquences assez graves sur le cheval. Donc ça, c'est une de mes spécialités. Ensuite, je suis violoniste également, et donc je donne des spectacles où je joue du violon à cheval. Et mon chien chante et renforce mes paroles. Et j'accompagne aussi les gens en relation avec le cheval. Donc j'accompagne autant les chevaux, et ma première partie, c'est véritablement le cheval. Et c'est les chevaux qui m'ont amenée vers les humains, parce que j'ai vu combien le cheval pouvait comprendre et voir au-delà de ce qu'on voit en surface chez les humains. Et donc ça m'a donné envie d'approfondir ça. Ok, donc dans un premier temps, il y a la rééducation pour les chevaux. Je suis dyslexique, je suis désolée. Oh là. Pour les chevaux. Ensuite, il y a deuxième ordre à ton arc, c'est le violon avec les spectacles. C'est ça. Et en troisième corde à ton arc, ça va être la médiation par le cheval. Oui, on va dire ça. Et je donne aussi des stages spécialement pour les propriétaires avec leurs chevaux quand ils ont des problèmes, et où là, j'accompagne le cavalier ou la personne à pied avec son cheval de la base à pied jusqu'à ce qu'on appelle la haute école, le grand dressage qu'on peut voir au Cadre Noir ou les choses comme ça. C'est quoi le Cadre Noir ? Le Cadre Noir de Saumur, c'est la grande école nationale d'équitation, okay. Et où la garde républicaine, mais le Cadre Noir est encore au-dessus au niveau technique. Et donc, on va dire vraiment, je commence de la toute base, où je peux m'adapter à tous les chevaux et tous les cavaliers. Et en même temps, je peux accompagner les cavaliers professionnels jusqu'à très très haut niveau. Voilà, okay. Parce qu'à la base, vraiment, c'est le dressage du cheval qui a été ma grande première spécialité. Et le violon en parallèle au conservatoire. Après, j'ai décidé de jouer du violon à cheval en spectacle parce que mes profs voulaient que je fasse un choix entre le violon ou le cheval, parce que je ne pouvais pas me professionnaliser entre les deux.
Et j'ai choisi de ne pas faire de choix. Et donc, j'ai joué du violon à cheval. Et au fur et à mesure, ces deux spécialités-là m'ont amené à former les chevaux, former les humains avec les chevaux. Et maintenant, plus récemment, depuis 4-5 ans, la médiation avec le cheval. Ok, trop bien. Et toi, Indira, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, alors moi je suis thérapeute et artiste, on va dire. Donc je suis étudiante là en master de psychologie et corps à l'Université de Paris, où je fais de la recherche sur la façon dont le processus artistique permet d'accompagner et de soigner les traumatismes vécus par les femmes victimes de violences. À côté, j'ai une formation en danse-thérapie. Je danse le flamenco depuis peu, mais c'est vraiment en fait un art qui m'a permis d'extérioriser tout ce que j'avais pu vivre comme violence par mon corps et qui a aussi vraiment permis de me soigner. Donc voilà, là je vais faire une de mes premières performances au Festival de Flamenco de Arles cet été. Et puis, du coup, en fait, le croisement de tout ce parcours, c'est aussi la création de mon association, qui est l'association Orphéos. Orphéos, ça veut dire lumière de l'art. En fait, je me suis inspirée du mythe d'Orphée et Eurydice. Je ne sais pas si vous connaissez. Je connais pas du tout. Hyper rapidement. En fait, Orphée et Eurydice, c'était deux âmes sœurs. Et Eurydice est descendue aux enfers. Et donc, Orphée avait perdu un bout de son âme. Et pour récupérer cette âme, il a pu descendre aux enfers et grâce à sa lyre, donc grâce à la musique, il a pu sauver cette âme sœur. Le problème, c'est qu'on lui avait dit de ne pas se retourner avant d'avoir quitté les enfers et il s'est retourné. Donc finalement, ils ont été séparés. Mais en fait, ce qui est beau dans ce mythe, c'est que grâce à l'art, on peut sortir de l'enfer. Et moi, c'est vraiment... cette guérison-là que j'ai eue par l'art. Et donc, du coup, voilà, donc, en référence au mythe d'Orphée. Et Éos, c'est la lumière en grec. Donc, Orphéos, lumière de l'art. Voilà. Et donc, c'est une association qui a pour but de compléter ce qui est proposé dans les thérapies institutionnelles en matière de thérapie, et notamment de thérapie pour les femmes victimes de violences, où en fait, moi, les thérapies que j'ai suivies, c'était des thérapies très cognitives, qui sont centrées sur une partie du trauma, mais j'étais encore hyper handicapée par mon corps, par la relation, par la dissociation corps-esprit. Et donc, du coup, voilà, j'ai relié deux médiations qui sont la danse-thérapie et la médiation avec les chevaux. On en reparlera, je pense. Mais voilà, l'objectif de l'association. Et un des autres grands objectifs de l'asso, c'est vraiment de créer une santé inclusive qui permette à des femmes précarisées qui ont traversé des parcours migratoires difficiles d'être prises en charge gratuitement. Voilà. Et la dernière chose importante, c'est que du coup, on fait des recherches sur le dispositif thérapeutique qu'on a construit pour vraiment comprendre comment les thérapies par le corps peuvent accompagner et sortir de la précarité les femmes qui ont subi ces violences. Ok, donc ça fait beaucoup de choses, que ce soit l'une et l'autre. Il y a deux invités en fait qui peut-être en valent 5-6. Ouais, carrément. Mais c'est trop bien parce que ça va être une conversation très riche. Je suis contente que tu aies commencé sur la création de l'association et sur l'histoire de l'association. Parce que moi, du coup, ma question, c'est, je vais commencer par toi, Manon. À partir de quand tu as commencé à t'intéresser, toi, dans ton parcours personnel, au cheval? Alors, la première fois, ça a été une illumination. C'est la première fois que j'en ai croisé un. J'avais 3 ans. Et moi, je m'en souviens pas. Mais ma mère s'en souvient. Et je me suis levée et j'ai pointé le doigt vers le cheval et j'ai demandé qu'est-ce que c'est ça, comment on appelle ça. Et elle m'a dit un cheval. Et moi, j'ai dit tout de suite, j'aurai un cheval quand je serai plus grande. Mais c'était catégorique, c'était pas... C'était pas négociable. Ouais, ça l'a impressionnée parce que j'étais vraiment petite. Et c'était, catégorique, ça allait être ça. Et sauf que dans ma famille, on n'avait pas du tout les moyens. Et donc, mes parents rigolaient souvent en me disant qu'un jour, ils m'achèteraient un âne. Mais qu'un cheval, il y aura du boulot. Et par chance, dans mon village, j'ai eu
une rencontre qui a changé vraiment ma vie, mon destin, qui est un spécialiste équestre, vraiment, mais qui s'est formé par lui-même, qui était autodidacte, et que j'ai suivi, en fait, comme une stalkeuse pendant des jours, et avec mon chien en cachette, parce que j'arrivais pas à trouver la force de lui dire que je voulais le voir travailler. Donc je le suivais jusqu'au jour où je me suis retrouvée face à lui et que j'étais coincée, et il m'a demandé mais qu'est-ce que je faisais là. Et donc je lui ai demandé si je pouvais aller le voir monter, et il a accepté. Il m'a fait trimer pendant plusieurs séances, vraiment à le suivre derrière les chevaux, parce que c'était en pleine campagne, il n'avait pas d'infrastructure du tout, il travaillait dans les prés, et en voyant que j'étais vraiment accrochée, il m'a formée. Et là, il m'a formée pendant 6 ans. Et au bout de cette formation, donc moi, j'ai jamais fait de club. Enfin, j'ai fait, mais à la fin, pour confirmer tous mes diplômes. Mais sinon, pendant 6 ans, j'étais formée que par lui, avec ses 2 chevaux. Et ça m'a permis, après, d'être tout de suite embauchée dans une excellente écurie de Mario Luracci, qui est un des meilleurs dresseurs, des plus grands dresseurs de cinéma quasiment au monde, dresseur de chevaux de cinéma au monde. Et donc voilà, ce premier professeur qui m'a tout offert gratuitement, il a changé ma vie. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert les chevaux vraiment. C'est une très belle histoire. Waouh, donc c'est vraiment à l'âge de 3 ans, une illumination, une rencontre, et là t'as su... et ensuite le destin qui a fait les choses. Je sais pas si tu crois beaucoup au destin, toi. J'ai envie de dire, j'ai pas le choix que d'y croire. Ouais. Vu le parcours que j'ai, il y a forcément un truc où vraiment c'est des choses sur lesquelles j'avais absolument pas le contrôle, parce qu'on dit la méritocratie ou des choses comme ça. Bien sûr, j'ai bossé, ça c'est sûr, ouais. Mais j'ai quand même eu les belles rencontres au bon moment et qui ont permis que je change ma vie, mon destin, et que j'ai accès à des choses auxquelles normalement dans ma famille on n'aurait pas pu avoir accès. Moi, je crois beaucoup en ça, c'est-à-dire à mettre tout ce qui est dans notre contrôle pour que les choses se passent. Et ensuite, selon moi, il y a une part de l'univers, la vie, la chance, on ne sait pas trop. Mais si nous, déjà, on met tout en place dans nos vies pour que les choses se passent, après, il faut un petit coup de pouce du destin, et c'est la rencontre de ces deux choses-là qui font que ça se fait. Trop beau. Toi, Indira, je vais partir un peu plus sur ton histoire personnelle. Du coup, de ce que j'ai compris, la création de l'association pour les femmes victimes de violences sexuelles, c'est lié directement à ton parcours personnel. Oui. Dans toi, tes recherches de solutions, tu as partagé au début de ce podcast que finalement, les solutions que tu avais trouvées, ça n'avait pas forcément bien marché. Ouais. Ouais, déjà, si tu veux, est-ce que tu veux que j'explique un peu le parcours pas depuis le début, mais en fait, mon processus déjà pour comprendre de ce dont j'avais été victime, et du coup, comment après, comment j'ai cherché des thérapies pour pouvoir être soignée. Et, si t'es OK avec ça. C'est toi qui vois le niveau de vulnérabilité dans lequel tu veux être. En vrai, ça me va, parce que c'est pas, enfin voilà, je vais pas parler de choses trop intimes, mais je pense que c'est des choses qui peuvent concerner d'autres gens. Exactement. Donc voilà. Et puis voilà, si à un moment je m'embrouille ou autre, tu couperas. Ouais, t'inquiète. Voilà, on n'est pas en direct. Non, du tout. Donc ça va, mais en fait, moi déjà, j'ai mis beaucoup de temps, je pense, à comprendre que j'avais été victime de violence. Parce que, en fait, il y a un auteur, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Racamier, qui parle de l'inceste et de l'incestuel. Et donc, en fait, l'incestuel, c'est les formes de l'inceste sans que l'acte génital soit accompli, c'est-à-dire sans qu'il y ait une pénétration, en fait. Et donc, l'incestuel, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il explique que ça peut se situer tellement dans le quotidien et dans des trucs hyper banals que tu en viens à naturaliser les comportements de ton parent ou ta parente. Et du coup, ne même pas comprendre que ce que tu es en train de vivre, c'est de l'inceste. Je vais donner des exemples hyper généraux. Ça peut être, par exemple, ta mère qui va te raconter toute sa vie sexuelle. Ça peut être ton père qui, dès que tu es avec lui, se promène tout le temps tout nu. Ça peut être tes parents, voilà, en l'occurrence, moi, mon père, qui, à l'adolescence,
regarde tes parties intimes comme si elles lui appartenaient, te tripote, les touche, etc. Mais en fait, c'est tellement inscrit dans ton quotidien et c'est tellement dur de décrire ce qui se passe parce qu'il n'y a pas de pénétration, il y a pas de... Donc, qu'est-ce que tu vas dire? Enfin, qu'est-ce que c'est qu'un attouchement? Qu'est-ce que c'est que regarder? Donc, voilà. Ça peut être aussi, voilà, là, moi, par exemple, tu vois, ça pouvait être des textos qu'on m'envoyait, alors, salope, t'es en train de baiser. Enfin, c'est des trucs, mais oui, c'est hyper grave, mais quand tu le vis, comment est-ce que tu vas faire comprendre à des gens que c'est de l'inceste, tu vois? Donc voilà, et bon, il y a eu d'autres choses, mais je vais pas rentrer dans les détails, mais tout ça pour dire que moi, pendant très longtemps, je comprenais pas en fait ce que j'avais et je comprenais pas que c'était des actes qui pouvaient être qualifiés d'incestueux, et donc du coup pendant toute mon adolescence, voilà, il y a une grosse période d'addiction, d'autodestruction, donc c'est les conséquences du clivage et de la dissociation en fait, où en fait ce que tu reçois est tellement lourd pour ton psychisme que tu n'as pas d'autre choix que de te dissocier. Et donc du coup la dissociation entraîne des comportements autodestructeurs, l'addiction, la fugue, vol, etc. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que la dissociation pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas? Bien sûr. Alors, moi, déjà, la première chose que je peux expliquer dans mon cas, c'était par exemple le clivage. Donc, le clivage, en fait, c'est qu'il y a une partie de ton moi qui ignore ce qui est arrivé. Donc, voilà. Et une partie qui sait ce qui est arrivé. Et donc, la partie qui sait ce qui est arrivé, elle va complètement s'éteindre et se dissocier et se déconnecter de ta mémoire et de ta conscience. Donc une forme d'amnésie. Ouais, ou une forme d'amnésie, mais qui n'est pas non plus de l'amnésie dans le sens où tu as quand même des souvenirs. Tu sais, en fait, c'est hyper... tu sais que l'événement s'est passé. Tu vois, moi, par exemple, je savais que l'événement s'était passé, mais je le conscientisais pas comme une agression. Ok. C'est un peu comme si c'était une déconnexion de l'émotion entre le conscient, le mental, celui qui voit, et l'intégration du réel par une émotion qui va dire attention, danger. Et en fait, cette réaction est annihilée, en fait. Donc on est déconnecté, coupé un peu du réel. Et par exemple, Muriel Salmona, elle va hyper bien expliquer une des conséquences de la dissociation. Je vais revenir après sur la dissociation, qui est par exemple la mémoire traumatique, où en fait, quand tu reçois ce choc-là, par exemple, ton père qui va te toucher ou des trucs comme ça, en fait, ça va être tellement violent pour ton cerveau que du coup, l'hippocampe, qui gère la mémoire dans le cerveau, elle va se déconnecter des amygdales. Les amygdales, c'est ce qui gère les émotions. Et donc, du coup, il va y avoir une déconnexion entre les émotions et l'expérience vécue. Et du coup, l'expérience que tu as vécue, elle ne va pas pouvoir s'enregistrer dans ta mémoire et dans ton cerveau, en fait. Et donc, du coup, ça va être quelque chose que tu as en toi, mais avec lequel tu ne peux pas lui donner du sens, tu ne peux pas le partager à quelqu'un, tu ne peux pas le raconter. C'est juste une violence qui est là et que tu diriges, du coup, contre toi-même. Et donc, la dissociation, c'est de ne pas pouvoir intégrer ce traumatisme à ta conscience. Et donc, du coup, ça va avoir énormément de conséquences sur ta concentration, sur tes capacités cognitives. Enfin, tu vois, à l'école, du coup, mais il y en a énormément. Tu sais, on te dit, mais t'es qu'une merde, tu comprends rien. Et t'es là, mais en fait, les gars, je ne peux pas me concentrer, en fait. Enfin, voilà, ça va avoir énormément de conséquences. Ouais. Et donc, tu disais par rapport à ça... Et donc, par rapport à ça... Que tu étais sujet à des addictions. Ouais. Du coup, je me suis énormément... droguée, beaucoup d'ecstasy, de la cocaïne, etc. Pour permettre, et je pense avec le recul, mais moi je comprenais pas en fait pourquoi je faisais ça. Et en fait, c'était parce que ce choc-là que j'avais vécu, j'avais besoin de l'exprimer d'une manière ou d'une autre en fait. Comme énormément de personnes, de femmes qui ont vécu ça. Je sais pas si, peut-être que j'interprète, mais est-ce que c'était une forme d'autodestruction parce que, genre, une détestation de ton corps et donc une autodestruction du corps? Est-ce que mais complètement. Quelque chose de en fait, tu vois, ça c'est hyper intéressant, Ragamier, ce qu'il explique, mais parce que moi ça me permet de mettre des mots et de comprendre. Il dit que dans les cas d'inceste ou d'incestuel, en fait, du coup, tu portes
le corps du parent qui te désire, en fait. Tout. Ouais. Le fait que ton parent projette énormément de désir sur toi. Du coup, c'est ce corps-là que tu vas intégrer jusqu'à toi t'annihiler complètement et tu vas devenir la valorisation narcissique de ce parent-là. Et donc, du coup, ton corps, ça va pas être ton corps. Moi, c'était le corps de mon père, en fait, pendant des années. Et du coup, mais bien sûr, qu'est-ce que tu fais avec ça? Genre, quand t'as 13-14 ans, mais qu'est-ce que tu fais? Genre, la seule solution, c'est de se... Enfin, moi, une des seules... Enfin, c'est de se droguer, en fait. C'est la seule façon que ce soit soulageable. Et les psychologues, à l'époque, ils étaient très peu formés à recevoir ces paroles-là. Et à recevoir et à accompagner un adolescent qui était victime d'attouchement par un parent, en fait. Très peu formé dans le sens où, à cette époque-là, tu as cherché de l'aide auprès des psychologues et... Oui, alors déjà, ce qui est compliqué en plus dans les cas d'inceste, incestuel, c'est que souvent, t'es jeune et donc c'est ta mère qui fait un peu la transition entre toi et les psychologues, sauf que ta mère, elle veut pas dire que tu as vécu de l'inceste parce qu'elle veut pas se l'avouer à elle-même. Donc du coup, comment tu fais aussi pour apporter une parole où l'autre va t'écouter et va t'apporter une écoute qui est contenante et pas te dire mais t'es sûr que c'était ça, enfin t'es sûr que t'interprètes pas. Ou alors, tu vois, moi, quand j'en ai parlé à un psy, il m'a dit mais je vais écrire à ton père, qui vienne me voir dans mon bureau. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, en fait, c'est pas possible. Et donc, et surtout, quand je parlais de ça, en fait, il y avait pas de... J'étais pas entendue. C'était comme si c'était pas enregistré dans... tu vois, dans leurs études, ils n'avaient pas été formés à OK, là, il y a un problème, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est clair, là, ce que je dis. C'est-à-dire que quand je leur apportais ça, des comportements qui pouvaient être inhabituels, mais pour eux, c'était même pas un sujet. Le sujet, c'était que je fuguais, que j'étais violente, que je me droguais. Ah oui, dans le sens... Ça, c'était un problème. Ouais, dans le sens où ils étaient que concentrés sur les conséquences, mais pas sur la source. Exactement. Et tu vois, moi, aujourd'hui, je suis en master de psycho, on nous enseigne encore les théories de Freud sur l'hystérie, tu vois, sur le fait que l'agression sexuelle a surtout été fantasmée par la victime, notamment dans les cas d'inceste, et que c'est ça qu'il faut soigner, c'est la question du fantasme et pas l'agression réelle, tu vois. Et ça, encore à notre époque, on est formé comme ça. Donc voilà, moi quand j'allais voir des psys, j'avais 14 ans, donc il y a 15 ans. Voilà. Est-ce que du coup, tu t'es tournée vers les études de psycho pour, en quelque sorte, te faire justice ou pas? Je te pose cette question parce que moi, j'estime avoir vécu de la maltraitance en psychiatrie et je pense que c'est pas anodin que je me sois tournée vers l'activisme sur la santé mentale. Et je pense qu'il y a une part de moi qui est j'ai envie de me faire justice vis-à-vis de ce que j'ai vécu. C'est pour ça que je te pose cette question. Merci de partager ça. Bien sûr que c'est pas pour rien que c'est jamais pour rien qu'on choisit un métier et encore moins des études en psychologie. Donc, on peut y mettre des mots différents. Il y a la question de se rendre justice, il y a la question de soigner l'enfant qui n'a pas été soigné, il y a la question de soigner son parent, de soigner son père, tu vois, dans mon cas, de soigner les autres victimes. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, ça permet... en fait, donc, dans le cas d'un trauma, tu vois, en psychologie, on dit que ta conscience reçoit un excès de pulsion. Tu reçois un excès. C'est bon, bref. Et donc cet excès-là, il y a un moment où il faut bien le transformer en quelque chose. Tu vois, donc quand tu vas soigner aussi d'autres, ça donne du sens à ton histoire, à ton vécu, et ça permet de transformer la violence en autre chose. Et en... Ouais. Donc je reviens sur ton parcours. Donc là, de ce que j'ai compris, tu étais adolescente et très dans les addictions ou c'était plus jeune adulte? Non, c'était vraiment adolescente et je suis allée en cure de désintox à 16 ans. Ok. Ouais. À partir de quand t'as réussi à... les choses ont réussi à peut-être s'adoucir? Déjà, je pense que le fait d'aller en cure de désintoxication à 16 ans,
ça, enfin, voilà, j'étais quand même entourée. Et donc, tu te poses de vraies questions. J'étais déscolarisée, etc. Donc voilà, donc ça a été un premier grand choc pour me dire wow, qu'est-ce que tu es en train de construire. Et donc en sortant de cette expérience-là, donc j'étais complètement déscolarisée, plus aucun établissement voulait de moi, et donc j'ai eu un directeur incroyable d'une école hors contrat qui m'a prise en première littéraire, qui a accepté de me faire confiance malgré tout mon parcours. Et du coup, en fait, de façon assez inattendue, le fait qu'il y ait une école et un prof qui me refasse confiance, qui m'accepte, et de découvrir la littérature et la philo, c'est un endroit où j'ai pu trouver un écho et une mise en sens de souffrance que j'avais à l'intérieur, en fait. La littérature, la philo, ça a été une première base pour me dire ok, je suis pas si seule, en fait. Et puis parce que aussi du coup, quand je vivais cette expérience-là en cure de désintox, j'étais vraiment devenue une mauvaise personne, on peut dire, et donc j'avais perdu toutes mes meilleures amies. Enfin, vraiment, je me suis dit ok, non, je veux vraiment pas construire ma vie comme ça. Et donc ça a été un premier lieu de reconstruction, de me rescolariser et de découvrir la philo et la littérature, bizarrement. Okay. Toi, Manon, à partir de quand dans ton parcours t'as compris que le cheval pouvait aider pour ce type de problématique, et dans quel sens? Alors, très tôt, j'ai pas le souvenir d'un déclic, mais avant même d'être au lycée, je voyais déjà que je voudrais me pencher vers l'équithérapie. Et sauf que finalement, la manière dont je connaissais le cheval et la manière dont je voyais comment était pratiquée l'équithérapie, j'étais pas du tout d'accord, parce qu'on utilisait vraiment le cheval. Le cheval était utilisé, il était présent dans les séances d'équithérapie que je pouvais voir, soit par des documentaires, soit par des articles. Ce que je lisais, j'étais d'accord 100% pour l'existence de l'équithérapie, mais la manière dont c'était fait, c'était vraiment le cheval outil, le cheval qui était présent, mais il n'y avait pas l'épanouissement du cheval lui-même. Et pour moi, déjà à ce moment-là, ça me paraissait inconcevable qu'un cheval puisse aider quelqu'un d'autre si lui-même, il n'est pas épanoui. Après, voilà, je pensais vraiment déjà ça assez jeune. Et donc, j'ai décidé de me lancer d'abord dans le côté vraiment équestre à 100% pour me spécialiser vraiment avec le cheval et atteindre le meilleur niveau que je pouvais. Mais j'avais l'équithérapie toujours dans un coin de ma tête, en fait, vraiment parce que le cheval, en fait, pour moi, il a été un thérapeute. Alors, j'ai pas été victime de violences sexuelles, mais j'ai eu un parcours assez compliqué avec un père violent, on va dire psychologiquement, et avec des scènes à la maison très régulièrement très difficiles, avec un divorce très très long et vraiment avec même le juge des enfants qui a dû intervenir, des choses assez fortes. Vraiment, quand je regarde avec le recul, c'était costaud, mais j'ai pas eu le sentiment en direct pendant que je le vivais que c'était costaud, parce que j'avais le cheval vraiment qui était là 3-4 fois par semaine, parfois tous les jours quand c'était les vacances. Et vraiment, pour moi, le cheval m'a sauvée. Vraiment, a sauvé toute mon adolescence. Alors les professeurs aussi, mon professeur de violon aussi qui m'a accompagnée, mon professeur d'équitation. J'ai eu la chance d'avoir des superbes profs. Mais le cheval, c'est assez magique, vraiment. J'avais des animaux à la maison, donc j'ai toujours eu chien et chat. Mais le cheval, il y a quelque chose de très fort par sa grandeur, sa force, et en même temps sa grande finesse qui fait un bien encore différent d'un chien et d'un chat. Et donc voilà, très tôt, je savais, mais je ne savais pas comment, parce que pour moi, il n'était pas trop question de rentrer dans des écoles d'équithérapie, puisque j'étais pas trop d'accord et que j'ai du mal à me soumettre au système. Et voilà. Et j'ai tenté une année de psycho quand même, mais j'étais déjà professionnelle avec les chevaux. Et donc, j'ai dû arrêter en L3. Enfin, j'ai fait presque 3 ans de psycho. Enfin, c'était à IUED Paris 8, du coup à distance. Donc en fait, j'ai fait l'équivalent jusqu'à milieu de la L3.
mais en 4 ans, et après c'était pas possible de tenir le rythme avec le métier que j'avais à côté et tout ça. Donc j'ai abandonné, mais c'était très intéressant, et donc c'est quelque chose que j'ai en tête depuis longtemps. Je suis contente que tu parles de ce rapport au cheval versus chien et chat, parce que moi, du coup, les chevaux, je connaissais pas du tout. Enfin, à part les colonies de vacances, mais j'étais très nulle et tout. Et pour une personne qui n'y connaît rien du tout, moi, j'avais énormément de mal à voir quand même cette sensibilité qu'avait le cheval, que peut-être les autres animaux n'avaient pas. Et tu l'as très bien dit, il y a aussi quelque chose de l'ordre de la grandeur qui fait que c'est un animal qui est quand même assez imposant. Et je pense que de par sa carrure versus, enfin, additionné à son instinct, à sa finesse, etc., c'est vrai qu'il se passe quelque chose de très particulier avec le cheval. En tout cas, dans le stage qu'on a fait toutes les 3 d'équithérapie. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Moi qui, à la base, connaissais pas du tout, était pas très convaincue, là, j'en suis ressortie complètement convaincue à 200%. Du coup, est-ce que tu peux justement nous parler peut-être un peu plus de la spécificité de l'animal du cheval et comment toi, tu as réussi du coup à trouver ton propre parcours justement en étant une personne qui... de ce que j'ai compris, se soumet pas trop dans les cases et arrive pas trop à rentrer dans ce truc-là. Comment toi, tu as réussi à te frayer ton propre chemin? Ouais. Alors, je vais déjà prendre un petit temps pour faire la différence grossièrement, bien sûr, entre cheval, chien et chat. Ouais. Les différentes choses qu'ils peuvent apporter. Par exemple, le chat, il peut avoir une douceur et il est léger. Généralement, on n'en a pas peur. En tout cas, les chats qu'on va rencontrer en thérapie, normalement, c'est pas des tigres. Ils sont utilisés pour la thérapie? Ah oui, complètement. Ils peuvent chats, être utilisés. Oui, les chiens aussi. Mais ça va être plutôt presque le chat... alors, je grossis, mais un peu comme un lapin. On va l'utiliser vraiment pour le côté, on va le caresser. Et l'enfant, souvent, ou les personnes âgées vont se détendre en le caressant. Il y a les ronrons, le ronronnement du chat, où ça a été prouvé qu'il fait baisser le rythme cardiaque, qui régule la respiration. Enfin, voilà, je sais pas particulièrement les études, mais je sais qu'il y a eu un paquet d'études qui a été fait. Et le chat, il a ça de très beau, c'est que finalement, il va vraiment être ultra indépendant. Donc, il va choisir son moment et après, basta. Il y a un côté où il fait son taf et c'est fini après. Et il revient. Et il y a des chats-chiens, bien sûr. Mais la majorité des chats, ils ont quand même un côté très indépendant et presque auto-centré, en fait. Hein. C'est si ça leur fait du bien, ok. Sinon... ça ne sert à rien. Le chien, à l'opposé, lui, il va vraiment... il est là pour nous, en fait, à 100%. Une fois qu'on a un chien, il va tout nous donner. Vraiment, peu importe qu'on soit quelqu'un de bon ou pas bon. Une fois qu'il a choisi son maître, il y a un côté inconditionnel énorme qui fait beaucoup de bien. Mais la limite pour moi, c'est qu'il ne nous met pas en question. En fait, le chien va nous conforter, nous réconforter, nous soutenir, mais il ne va pas nous challenger. Voilà. Après, parfois, bien sûr, oui, il y a des exceptions, mais je grossis le trait, bien sûr. Voilà, le chien, même avec le pire propriétaire, il va tout donner à son propriétaire s'il y a quand même un minimum de soins qui est donné. Et le cheval, il a un truc qui est un peu entre les deux. Il a un côté, si dans la relation, il n'a pas d'intérêt, quelque chose qui lui fait du bien, qui le rassure, qui ne le met pas en danger, qui le met en sécurité, pardon, il va être en accord. Et en même temps, il a la faculté de dire non, de dire stop, et tout en ayant envie d'être en interaction avec l'humain, ou avec les autres animaux, mais là, spécifiquement avec les humains. Et c'est ça qui est magique pour la thérapie, je trouve, c'est que vraiment, les chevaux, une fois que, pour moi, ils ont une vie équilibrée et qu'ils sont préparés à la relation à l'humain, on va dire, ils ont vraiment un côté à encourager à l'introspection, en fait, chaque personne. Et déjà, ce que le chien et le chat n'ont pas, c'est que justement, par sa taille, le cheval rend humble, déjà. Vraiment, peu importe finalement qu'on connaisse le cheval ou qu'on ne le connaisse pas, sa taille est toujours aussi imposante. Même moi, qui suis dresseuse, moi j'aime bien ce mot parce que je vois un côté noble, parce que j'essaie de le faire de la meilleure des manières. Donc moi, même en étant dresseuse, le cheval m'impressionnera toujours.
Je sais que je ne suis pas en 1000% de sécurité quand je travaille un nouveau cheval. Quand c'est des chevaux de thérapie, c'est autre chose. Mais le cheval, l'être cheval, est plus fort que nous. Il sera toujours plus fort que nous, même quand on est le meilleur cavalier au monde, on ne sera jamais plus fort que le cheval. Et il a cette force de rendre humble et qui fait, je pense, qu'il nous met en position de recevoir le message, en fait. Quand on est face à un cheval, il y a une écoute qui se fait beaucoup plus grande, alors que le chat, finalement, on va le prendre, on va le caresser, on va lui faire des trucs, mais faut déjà un niveau spirituel, j'ai envie de dire, avancé pour écouter ce que le chat a à nous dire. Alors que le cheval, c'est assez franc, on va dire, et flagrant pour qu'on soit obligé d'écouter. Et le chien, c'est plutôt lui qui nous écoute. Voilà, si je mets des gros traits, vraiment, je grossis le truc, mais c'est un peu comme ça que je perçois le cheval. C'est hyper intéressant. Moi, je me souviens que quand on avait fait ce stage, tu parlais de personne cheval ou de personne animal. Je ne sais plus comment tu l'avais formulé. Tu te souviens de ça? Je ne sais plus, je dis beaucoup de choses. Mais je vois le fait que le cheval ait sa propre personnalité. Voilà, et pour moi, je considère le cheval comme une personne, dans le sens un être à part entière, pensant, sentient, ayant des émotions, ayant une personnalité vraiment singulière. Chaque cheval est unique pour moi et je considère chacun de mes chevaux comme étant une personne. Voilà. Ouais. Et je me souviens que tu m'avais dit un truc qui m'avait fait très peur. Tu m'avais dit que le cheval, c'est le thérapeute. Et moi, j'avais flippé, j'avais paniqué. Et je dis, ça va être... J'ai connu beaucoup de psys, mais un psy cheval, j'avais jamais connu. C'est les meilleurs pourtant. Et c'est les meilleurs pourtant, complètement. Ce qui est bien avec le cheval, en fait, c'est que j'enlève les chevaux qui ont un passé compliqué, qui ont des traumas pas réglés. Hein. On parle de chevaux qui ont déjà eu leur propre thérapie. Et c'est vraiment comme des médecins qui auraient vraiment fait leur thérapie jusqu'au bout et qui ensuite reçoivent le patient. Donc un cheval qui reçoit le patient sans passer par ses propres filtres. Le cheval va pas interpréter par rapport à ses a priori. Il va juste refléter en live et en toute sincérité ce qu'il va ressentir de l'autre. Et ça, pour moi, c'est ça qui en fait les meilleurs thérapeutes, parce qu'il y a quand même beaucoup de thérapeutes qui font des transferts très facilement et qui voient le transfert des patients sur eux, mais qui ne voient pas leur transfert sur le patient. Et les chevaux, il n'y a pas ce problème-là du tout. Ouais, c'est vrai que là, pour le coup, il y a une neutralité absolue. Et c'est vrai qu'ils sont très humbles. Enfin, qu'en tout cas, on adopte une posture très humble face à un cheval. Et c'est vrai qu'il y a ce rapport de bienveillance totale qui, moi, m'avait beaucoup touchée. Et on avait vu d'ailleurs chaque participante qui est passée l'une après l'autre, le même cheval qui a été avec chacune des participantes était transformé à chaque personne. Il n'avait pas les mêmes réactions, il n'avait pas les mêmes attitudes. Et c'est ça qui est magique. C'est parce que le cheval ne va pas avoir une méthode, un système qui va reproduire sur tout le monde. Ça va être à chaque fois un moment unique. Et moi, depuis plus de 5 ans, je ne saurais pas dire quand j'ai commencé, parce que d'abord, c'était en séance particulière chez moi, à la demande, au bouche à oreille. Mais en fait, pas une seule séance se ressemble. C'est vraiment, même encore aujourd'hui, chaque séance est magique, parce que c'est juste à l'instant T, en fait. C'est vrai que ça, c'était très impressionnant de voir qu'on était tout un groupe de femmes ayant vécu des parcours, enfin avec nos propres personnalités, etc. Et la consigne était exactement la même pour nous toutes. Le cheval était exactement le même pour nous toutes. Et par contre, les interactions, les réactions, que ce soit du cheval ou des personnes, étaient à chaque fois totalement différentes, et on était sur quelque chose de totalement personnalisé aux problématiques de chacune. Et moi, ce qui m'avait marqué, c'est que tout ça s'était fait sans aucun mot. On était en interaction en silence, et on communiquait uniquement par notre corps et le mouvement. Est-ce que tu peux parler aussi de cette dimension? Parce que moi, ce que je perçois du dressage, on va pas dire du dressage, mais en tout cas du rapport cheval-humain, ça passe par des ordres ou de la parole. Par exemple, un chien, quand on le dresse, ça va être assis, debout, couché, etc. Là, le cheval, ça, c'est, en tout cas dans les exercices que tu nous faisais faire, la parole n'est jamais intervenue.
C'est ça, parce que et même avec le chien, j'ai envie de dire vraiment, avec les chevaux également, il y a les mots, il y a des clés techniques que quand on est vraiment cavalier, qu'on a des chevaux, on apprend. Mais je vois tous les jours des cavaliers qui ont toutes les clés, mais qui n'ont pas la posture, qui n'ont pas les bonnes émotions au bon moment, qui n'ont pas l'intériorité juste, et du coup ça ne marche pas. Donc en fait, ce qui est le plus important, c'est vraiment comment on est à l'intérieur, et c'est ce que le cheval va sentir en premier. Et moi, ma posture avec les chevaux, c'est justement, même si je m'appelle dresseuse parce que je récupère des chevaux très complexes que je rééduque, quand j'ai un cheval, souvent, quand j'ai un cheval à rééduquer, en 10 minutes, 15, 20 minutes grand maximum, le cheval et moi, on est en liberté, on communique sans bruit et sans demande, sans ordre, sans intermédiaire. On est juste moi, Manon, et lui, le cheval, et on communique vraiment comme deux animaux communiquent ou comme deux humains communiquent. Et on se comprend, et il y a une vraie relation. Et donc moi, c'est ma spécificité vraiment. Après, presque la notion de dressage, d'apprentissage, d'air de spectacle, d'apprendre au cheval à se coucher, à lever les jambes avant, à se cabrer, des choses comme ça. Presque, moi, je ne le fais pas par envie particulière. Ça m'a fait très plaisir au début, bien sûr. Mais aujourd'hui, après que je l'ai fait sur, je sais pas, plus de 200, 400, je sais pas combien de centaines de chevaux, si je continue à le faire, c'est pas vraiment par envie, c'est parce que le cheval aujourd'hui dans la société actuelle, en France par exemple, le pays est trop petit pour qu'on puisse vraiment offrir à tous les chevaux un espace de liberté qui satisfait leurs besoins naturels. Rapidement, pour pas partir non plus dans la technique équestre, mais pour que un groupe de chevaux, mettons de 10 chevaux, retrouvent leur comportement naturel et soient satisfaits dans leurs besoins, il faudrait 200 hectares pour 10 chevaux. Donc, clairement, on ne les a pas en France, c'est pas la possibilité. Et moi, c'est le sens, c'est ça qui me donne du sens encore dans mon métier, parce que tous ces chevaux, ils sont là, ils existent, on vit avec eux, ils nous apprennent plein de choses. Et donc, nous, notre mission, c'est de faire qu'ils ne deviennent pas dépressifs, en fait, qu'ils trouvent un sens aussi à leur vie, qu'ils vivent des choses intéressantes. Du coup, quand on le fait bien, le cheval va adorer apprendre des nouvelles choses. Mais ça arrive en deuxième temps. Pour moi, le premier temps, c'est la relation et la discussion homme-cheval en liberté et en silence. Et c'est après qu'on apprend et qu'on dresse pour s'amuser ensemble, en fait. Et donc, pour répondre par rapport au fait que pendant le stage, vous n'avez pas eu besoin de parler, c'est que justement, vous avez parlé cheval instinctivement au cheval, et lui, il vous a répondu en fonction de ce qu'il voit, de votre mouvement, de ce qu'il ressent à l'intérieur de vous. Et comme mes chevaux, ils sont... Je sais pas, faudrait vraiment leur demander, mais je pense quand même qu'ils sont très écoutés et compris, et que j'essaie qu'ils soient épanouis dans la relation à l'humain. Et ça en fait des chevaux très réceptifs et très bavards avec l'humain. Et rencontrer un nouvel humain, donc une participante, un coaché, ils sont curieux de sentir, et c'est vraiment pour moi leur métier. En fait, ils aiment ce moment de rencontre. Voilà. Je vais revenir à toi, Indira, dans ton parcours personnel. Ouais, donc du coup, on s'était arrêté sur... tu as eu la chance de faire la rencontre d'une personne qui finalement t'a transmis l'amour de la philosophie, c'était bien ça? Ouais. Après ça, à quel moment est intervenue la danse? À quel moment est arrivée finalement les thérapies alternatives, si on peut appeler ça des thérapies alternatives? Ça en tout cas par le comme ça, moi ça m'énerve, c'est un peu alternatif, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais en soi, ça s'appelle comme ça. Donc voilà, c'est des thérapies qui sont alternatives, effectivement. Si tu voulais y mettre un autre mot, quel mot t'aimerais mettre? Moi, pour les thérapies qu'on utilise, c'est des thérapies corporelles. Corporelles, déjà, ouais. et relationnelles. Mm. Déjà. Ben oui, c'est la base. Déjà, c'est la base. Ouais. Voilà. Donc, à quel moment dans ton parcours t'as découvert les thérapies corporelles? Eh bien, moi, je me suis tournée vers la danse. En fait, il y a plusieurs choses qui se sont réunies en même temps. Mais pour résumer, en fait, du coup, quand j'ai été capable plus tard, vers 25 ans, on va dire, de reprendre un vrai travail psy pour soigner ça, j'ai suivi une thérapie par l'EMDR pendant très longtemps.
que j'ai dû arrêter. Le MDR, j'explique ce que c'est. En fait, c'est une technique cognitive qui estime que le traumatisme que tu as vécu est intégré dans ton cerveau de façon dysfonctionnelle. Donc, bon, c'est un peu ce qu'on a vu avec la mémoire traumatique, c'est que il est pas intégré à la mémoire consciente, on va dire. D'accord ? Il est intégré de façon dysfonctionnelle. Et donc, du coup, le but de l'EMDR, ça va être de dissocier le vécu traumatique à l'émotion que tu ressens par rapport à ça. Mais donc, certes, ça peut être intéressant, tu vois ce que je veux dire ? Moi, je sais qu'il y a plein d'amis que je connais, que ça aide, etc. Mais ça a quand même ses limites. Alors moi, déjà, j'ai dû arrêter parce que j'en faisais de façon intense toutes les semaines pendant 3 ans et qu'à la fin, j'étais devenue complètement maigre. J'arrivais plus à parler à personne. En fait, je recommençais un cycle de dépression parce qu'à force de ressasser le traumatisme, en fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est une technique oculaire où en fait, on va te dire... Ok, Indira, parle-moi de ce souvenir. Donc, tu vas dire quelques mots sur ce souvenir. Et ensuite, là où le psychologue va avoir un objet qui va mettre comme ça devant tes yeux. Et toi, tu vas devoir faire gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, en repensant au souvenir et à l'émotion connectée au souvenir. Et après, il va te dire, et maintenant, comment tu te sens ? Et voilà, toute la séance, ça va être ça. Donc, bien sûr que ça peut aider. Il y a beaucoup de gens que ça aide. Voilà, moi, je dis que j'en ai fait pendant 3 ans et que ça m'a... Après, pour nos auditeurs et auditrices, c'est ton témoignage personnel. Toi, sur toi, ça n'a pas eu cet effet-là. Après, Et ça aide, et je sais que ça aide énormément de gens. Ça aide des amis à moi, ma famille, donc je sais que ça aide énormément de gens. Après, je sais aussi que voilà, pour les femmes qui ont subi des violences et que c'est des choses qu'on porte depuis longtemps, ça a ses limites parce que c'est cognitif en fait. Et donc c'est de considérer que le trauma, il se loge juste dans ton cerveau, alors qu'en fait... ce qui est encore très compliqué, et ça j'ai eu aussi beaucoup de témoignages, c'est comment tu fais avec toutes les mémoires enregistrées par ton corps, avec l'identification de ton corps au corps de l'agresseur, avec tout l'aspect relationnel du trauma, comment j'arrive, et là c'est là que j'en suis venue aux chevaux et tout, on va en parler après, mais comment j'arrive à refaire confiance à quelqu'un ? Comment j'arrive vraiment sans me protéger ? Sans mettre une carapace, enfin, tu vois ce que je veux dire, comment j'arrive à être vulnérable et à prendre conscience aussi, parce que du coup, il y a tellement de mélange entre tes mécanismes de refoulement, la dissociation, le corps de l'agresseur que tu as intégré, que tu es là, mais en fait, moi, je suis qui ? Je suis où ? Comment est-ce que je peux savoir que là, c'est vraiment ce que je ressens ? Comment est-ce que je peux savoir que là, je suis pas en train de me défendre ? Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Du coup, c'est... Voilà, et c'est pour ça que du coup, pour moi, comme une partie hyper conséquente du traumatisme, elle est relationnelle. Il y a un endroit qui peut que se restaurer à travers la relation aussi. Mais ça, Ouais, vas-y, t'as une question par rapport à ça. Une relation avec un autre être humain ou une relation de façon générale avec un être vivant ? Et bah du coup, tu vois, et c'est pour ça que moi, j'en suis venue aux chevaux. C'est parce que avant, je pense, de se reconnecter à un autre être humain, et c'est ce qui expliquait Manon tout à l'heure, c'est que le cheval, il n'a pas de transfert, il n'a pas d'histoire chargée de ce que nous, les humains, on peut avoir comme histoire, tu vois ce que je veux dire ? Et donc, du coup, ça permet, en fait, le cheval, dans un premier temps, déjà un miroir de tes émotions, vraiment un miroir de tes mécanismes de refoulement. Et le cheval ne va être juste avec toi que quand toi, tu vas être juste avec lui. Et donc, du coup, il te permet de prendre conscience. Ah, mais donc là, ok, là, j'ai été juste, en fait. Et ça, c'est tout le travail aussi que, tu vois, tu parlais du fait qu'elle n'avait pas utilisé de mots, tu vois, ou comment, dès que dans ton corps, t'es avec des sensations qui te donnent la vie, et ben ça va aussi donner la vie au cheval. Et dès que t'es dans des sensations autodestructrices qui t'ont donné la mort, et ben le cheval, il va te le faire ressentir. Et donc, ça va te permettre de... Tu vois ce que je veux dire ? Ça va permettre de reconstruire ça, en fait, de te reconnecter à cette intuition profonde que tu as en toi et que la violence t'a enlevée parce que... Voilà.
Quand tu dis... Juste, oui, pardon. Vas-y. Non, je t'ai pas parlé de la danse, mais je t'en parlerai après peut-être. Ouais. Quand tu dis une relation juste, t'entends quoi par là? C'est hyper difficile à décrire parce que je pourrais utiliser, enfin, tu vois, ça pourrait être via des outils de la psychologie, de la spiritualité, enfin, tu vois, qu'est-ce que c'est? Pour moi, une relation juste, en tout cas avec le cheval, c'est une relation où je vais pouvoir construire quelque chose en moi et construire quelque chose en l'autre. Et donc une relation juste, c'est une relation, je parle dans mon cas, avec ce que je suis venue chercher avec les chevaux, c'est une relation où je ne vais pas être dans des mécanismes de défense. Tu vois, parce que quand tu as été victime de violence, tu as énormément de mécanismes de défense qui se mettent en place et tu as l'impression que ces mécanismes de défense sont ta personnalité en fait. Alors que non. Et donc une relation juste, ça va être une relation où tu n'es pas dans tes mécanismes de défense, où c'est ton instinct et c'est la vie qu'il y a en toi qui va donner vie à la relation en fait. C'est ça, ce que j'appelle une relation juste. Ok. Attends, je voulais poser une question, mais je me suis perdue entre deux. Oui, j'ai trouvé ça super intéressant ce que tu dis avec le MDR parce que moi, de ce que je comprends de ce que tu as expliqué, c'est que le MDR pour certains traumatismes, ça peut être très bien et très efficace, mais que la spécificité des traumas liés aux agressions sexuelles, c'est que c'est surtout une atteinte du corps et que, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a la mémoire cellulaire de la violence du corps qui est en quelque sorte en nous et que peut-être que juste rester dans quelque chose de très cognitif, finalement, c'est pas suffisant si on traite pas l'intégralité de la personne, c'est-à-dire l'intégralité de la personne avec son corps aussi. C'est ça que je comprends de ce que tu as expliqué. Exactement, c'est que voilà, pour une partie en fait de la reconstruction, le MDR est une piste intéressante. Après, pour vraiment permettre comment dire ça, pour vraiment permettre une reconstruction. Une réconciliation aussi. Une réconciliation, ouais, une réconciliation, une reconstruction d'un rapport à soi et d'un rapport à l'autre et d'un rapport au réel aussi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il faut à un moment donné que le corps soit là et que la relation soit là, en fait, vraiment. Et c'est des choses qui se travaillent, et qui se travaillent aussi par la danse. Et on pourra... Et si je peux rajouter par rapport à l'EMDR, de ce que moi j'ai testé, parce qu'effectivement ça peut être bien pour plein de choses, mais une spécificité, enfin peut-être tu l'as dit, mais je rajoute ça, c'est que dans les violences vécues dans l'enfance ou avec en couple sur plusieurs années, c'est vraiment des choses qui vont s'étaler dans le temps et ça n'a rien à voir avec un accident de voiture, avec un trauma qui arrive une fois et qui n'a pas un impact sur notre personnalité, qui va avoir un impact sur nos peurs, sur nos angoisses, oui, mais pas sur notre personnalité, alors que dans les violences multiples qu'on peut vivre dans notre famille ou dans notre couple, ça dure dans le temps et ça a un impact sur l'ensemble de notre manière de vivre, en fait, d'être, et c'est pas seulement une image à régler, c'est vraiment toutes les cellules et tout le souvenir qui a un impact sur qui on est en totalité, en fait. Ça va avoir vraiment un impact sur même comment on s'habille, quelles choses on va faire, de quelle manière on va aller dans un magasin. Ça a un impact tellement énorme que le MDR, en tout cas pour certaines personnes, ça peut ne pas suffire parce qu'il faut pratiquer, en fait. C'est presque une nouvelle manière de pratiquer la vie qu'il faut pouvoir expérimenter pour passer au-delà de ces traumas qui sont reproduits parfois sur des années et des années. Cette nuance sur le MDR, je l'avais jamais après, il y a vu des comme ça excellents avant. praticiens, je pense. Non, mais oui. Voilà. Mais c'est vrai que... Voilà, en tout cas, c'est ma pensée. Voilà. Non, mais complètement. Quand c'est et puis, elle est super forte, cette phrase, quand tu dis que c'est une autre façon de réapprendre la vie. C'est très vrai, parce qu'en fait, la façon dont on s'habille, la façon dont on se présente au monde, notre personnalité va aussi influer en fonction de ça. Et c'est vrai que
Bah, du coup, comme toutes les deux, je pense, moi aussi j'ai fait de l'EMDR. Mais moi, c'était sur quelque chose de très spécifique, c'était sur une image en particulier. Et voilà. Moi, pour le coup, c'était mes traumatismes d'hôpital psychiatrique. J'avais un très gros problème avec la blouse blanche. J'étais totalement très sur la défensive. À chaque fois que je voyais une blouse blanche et tout, j'avais un énorme problème avec ça. Et donc, j'ai fait de l'EMDR sur la blouse blanche. Mais c'est quelque chose... une image à reprogrammer. Et ça marche super bien. Et là, ça marche super bien. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas tenté l'EMDR pour des choses beaucoup plus ancrées, beaucoup plus profondes. Comme toi, tu l'as fait pendant plusieurs années. Et au final, tu l'as très mal vécu parce que ça allait au-delà de ça et que toi, ça te faisait juste revivre et tout. Mais c'est super intéressant parce que ça éclaircit beaucoup de témoignages que j'ai eus sur l'EMDR. Je crois que ça m'apporte beaucoup de réponses sur plein de témoignages où il y en a qui le vivent très mal de revivre des trucs et que voilà. Et à contrario, il y en a où c'est la super solution parce que l'EMDR c'est quand même a réputation d'être le truc pour les traumas. Mais c'est vrai que quand on dit ça, on n'apporte aucune nuance sur quel type de trauma on parle exactement. Et je trouve que ça apporte grave des solutions là-dessus. Enfin, moi, en tout cas, je suis en train de me dire, ah ouais, mais grave, carrément, c'est vrai. Complètement. Alors, du coup, je vais tenter une petite transition. On enregistre cet épisode de podcast dans une école de musique, donc on a un fond sonore de musique. À quel moment la danse est apparue, toi, dans ton parcours? Et on a aussi un chiot dalmatien qui s'exprime. Qui veut se lancer dans le chant. Voilà, exactement. Très bonne transition, oh là là. Extraordinaire. Qui accompagne les vibrations de nos corps. Et qui accompagne les vibrations de nos corps, si ça c'est parfait. Et bah du coup, alors quand est-ce que la danse est venue? En fait, elle est venue un peu en même temps de la prise de conscience de ce qui m'était arrivé, du fait que j'essayais de me soigner, etc. Et au début, ce qui était très déstabilisant pour moi, c'est que j'adorais... et donc, en fait, j'ai découvert la danse hyper tard dans mon parcours, donc vers 26 ans, je pense. Et donc, ce qui était au début hyper déstabilisant pour moi, c'était que je faisais de la danse impro, par exemple. Et donc, la danse impro, le but, c'est que ce soit un peu l'inconscient de ton corps qui s'exprime et qui bouge, tu vois. Et donc, parfois, c'était incroyable parce que j'avais tellement de choses qui devaient sortir. Et parfois, c'était hyper difficile pour moi parce qu'il y avait des choses, du coup, qui sortaient parce que je me laissais comme complètement... Mais comme j'étais dissociée, du coup, mon corps partait tout seul. Et du coup, je sais que ça pouvait être hyper violent pour les autres élèves ou même pour certains profs qui étaient là et qui voyaient ce qui sortait de mon corps, en fait. Et donc, du coup, au début, c'était hyper difficile parce que du coup, ça rajoutait beaucoup de honte, en fait, que j'avais de mon vécu et du corps que j'avais et de ce que je pouvais raconter avec mon corps. Donc, du coup, il y avait vraiment ce truc, j'ai besoin que ça sorte par mon corps et en même temps, cette honte de me dire, mais ça peut pas sortir, en fait, c'est pas possible. Enfin, c'est parce que le regard... Et je peux comprendre que quand tu vois quelque chose de violent, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'était même pas malveillant de leur part, c'est juste que quand il y a quelque chose de violent qui sort, c'est de la violence aussi pour celui qui regarde. Et donc, petit à petit, voilà, j'ai quand même accepté ça. Et d'accepter de me dire, voilà, et si ça doit sortir, ça sortira. Et voilà, accepter ça. Et donc, peu à peu, j'ai découvert, donc au début, je m'étais tournée vers le hip-hop. Mais pour moi, c'était impossible parce qu'il y avait ce truc, voilà, c'est cette culture d'une danse qui avait été construite pour permettre à des gens qui avaient vécu des oppressions d'extérioriser une violence qui avait été subie. Mais le truc, c'est que j'étais pas capable d'aligner de mouvements, enfin voilà. Et petit à petit, j'ai découvert le flamenco. Et le flamenco, en fait, c'est une danse, très rapidement, qui est apparue, je crois, vers le 15e siècle. En fait, c'est des gitans qui étaient en Inde au 10e siècle, qui ont eu des siècles d'exil et qui sont arrivés vers le 15e siècle en Andalousie. Et qui ont eu besoin, à un moment, de raconter et d'extérioriser tous ces siècles
d'exclusion, d'oppression, de violence qu'ils avaient subies, en fait, parce que c'était une communauté qui était rejetée. Et donc, ils ont eu besoin de sortir ça par leur corps, par la musique, enfin voilà. Et donc, c'est comme ça qu'est né le flamenco. Et moi, il m'a énormément touchée, c'est que ça ouvre un espace social cathartique au sein duquel une violence vécue peut être racontée et peut être sortie du corps sans que tu en aies honte, en fait. Que cette violence-là, elle peut être partagée dans un espace social et elle peut être regardée par d'autres sans en avoir honte. Ça m'offrait un cadre, en fait, pour que je puisse m'exprimer. Voilà, le flamenco. Et ce qui est hyper fort aussi dans le flamenco, c'est toute la question du rythme. Où en fait, en danse-thérapie, on apprend que, enfin, et puis même pas qu'en danse-thérapie d'ailleurs, mais bon, bref, en fait, les rythmes internes qu'on a dans le corps, donc les battements cardiaques, les rythmes hormonaux, répondent aux pulsations du rythme extérieur, donc des rythmes musicaux, mais même d'autres rythmes. Et que du coup, pour moi, de travailler l'union entre mes rythmes intérieurs et les pulsations de rythme extérieur me permettait de retravailler sur la dissociation que j'avais avec la réalité, et d'unifier les stimuli intérieurs de mon corps avec ce qu'il y avait à l'extérieur. Et donc, entrer en résonance avec le monde, en fait. Et donc, petit à petit, retrouver mes sensations corporelles. Voilà. C'est super beau. Comment t'expliques le lien avec la danse, ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe à l'intérieur, etc. Ouais, donc au début c'était de la danse impro avec le hip-hop et au final t'es plus partie vers le flamenco. C'est ça, c'était même pas forcément le hip-hop, mais c'était la danse impro. Et donc en fait, pardon, t'avais une question. Du coup, c'était pas de la danse thérapie, c'est juste de la danse d'impro. Ah non, c'était de la danse d'impro thérapie. Voilà, donc non, j'ai fait genre danse impro, etc. Et c'est ça qui m'a permis de me dire, ok, il y a un truc avec mon corps. Il y a un truc avec mon corps, il faut que je structure ça parce qu'il y a des bases, en fait, du corps et du rapport que le corps doit avoir au monde que j'ai pas, en fait. Et donc, c'est comme ça que je me suis tournée vers la danse-thérapie. Et au début, c'était même, tu vois, j'avais même pas le projet de l'utiliser. C'était vraiment, moi, je sentais que j'avais besoin de me restructurer à partir de là. Et donc, j'ai commencé une formation avec Benoît Lesage. Lui, c'est hyper intéressant parce qu'il a une formation de médecin, kiné, donc il a une approche vraiment hyper médicale de la danse-thérapie. Et c'est aussi hyper enrichissant parce que du coup, ça te permet d'avoir des outils concrets sur lesquels t'appuyer. Et donc du coup, cette formation, elle dure 1 an et demi. Et donc moi, au début, ce que j'ai retraversé dans cette formation, c'est vraiment, en fait, en danse-thérapie, tu sais, on fait la distinction entre le corps érogène. Donc le corps érogène, c'est toute la représentation que tu as de ton corps, et le corps biologique. Donc le corps biologique, c'est vraiment mes os, mon squelette, voilà, les liquides que j'ai dans le corps, voilà. Et moi, j'étais incapable, et comme beaucoup de femmes qui ont subi des violences, de me connecter à mon corps biologique. J'étais que dans la représentation du corps que j'avais, qui était un corps déjà qui ne m'appartenait même pas, et qui était que des souvenirs ultra violents, en fait. Et donc, du coup, cette formation m'a permis petit à petit déjà de réancrer mon corps dans le réel. Comment est-ce que je réapprends à sentir mes pieds, en fait, ancrés dans le sol, à sentir mon corps dans l'espace. Enfin, j'avais presque même pas de notion de gauche, droite. Enfin, c'était hyper compliqué pour moi. Donc, comment est-ce que, en fait, je reconstruis mon corps, en fait. Donc, je reconstruis mon rapport à l'ancrage, je reconstruis mon rapport à l'espace, je reconstruis mon rapport dans la relation à l'autre. Comment j'accepte d'être en relation avec l'autre. Comment est-ce que je transforme l'image que j'ai de mon corps, parce que moi j'avais vraiment, et comme beaucoup, une image du corps vécue comme monstrueuse, et du coup vraiment avec ce truc, mais tout ce qui va sortir, ça va être dégueulasse, en fait, ça va être que de la violence. Et donc comment peu à peu le regard de l'autre sur toi et les relations que tu construis par les exercices te montre que qu'il y a énormément de beauté, en fait, dans tout ça. Voilà. Et juste pour finir, du coup, quand même, en sortant de cette... même pendant la formation, je commençais de plus en plus à unifier mon histoire. Et donc, j'ai demandé
aux formateurs et à d'autres, mais du coup, est-ce qu'il y a des travaux qui ont été faits en danse-thérapie pour accompagner les femmes victimes de violences? Est-ce qu'il y a des choses qui existent? Là, il m'a vraiment regardé en mode non, et dans le sens où d'ailleurs, c'est même pas un manque, tu vois. Pourquoi tu me parles de ça? Et donc, du coup, j'ai été un peu étonnée, et donc j'ai essayé, moi, de me renseigner, de faire quelques recherches, et même dans mes études en psycho, et c'est là où je me suis rendu compte que il y avait... C'est vrai qu'en danse-thérapie, j'ai dû trouver genre 5 articles, tu vois. Alors, peut-être qu'il y en a plus, hein, je dis pas, mais en tout cas, voilà, il y a peu de travaux sur ça. Et dans la psychologie institutionnelle en général, il y a aussi très, très peu de travaux, déjà pour comprendre la façon dont les violences ont impacté les femmes. Ça encore, voilà. Il y a les travaux de Muriel Salmona qui sont incroyables, mais voilà. Et voilà. Voilà, et d'où la nécessité aussi du coup de créer par l'assaut des recherches qui permettent de comprendre comment la danse peut vraiment accompagner les mémoires du corps. Ouais, parce qu'il y a une carence et qu'il y a très peu de recherches qui existent dans ce domaine. Voilà. Manon, je vais revenir à toi. Parce que avant de parler du lien cheval-humain, il y a quand même une autre étape avant ça, c'est que toi, tu as la particularité de guérir les chevaux. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de guérison, mais en tout cas, si moi je vais parler de guérison, de guérir les chevaux qui sont, alors tu avais employé un terme, qui ont des traumas finalement. Oui, exactement comme les humains en fait. De la rééducation des traumas des chevaux. Je suis dyslexique, c'est tellement difficile. Un cheval, des chevaux, c'est vraiment mes traumas d'enfance. J'adore. Je suis désolée. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu... moi j'y connais rien dans les animaux. Tout à l'heure aussi, tu parlais du fait que des dépressions chez les chevaux vis-à-vis de leur environnement. C'est vrai que moi, je parle beaucoup de santé mentale, mais alors la santé mentale chez les animaux, je connais pas du tout. Les traumas, dépression et tout, chez les animaux. Donc, je veux bien que tu me parles un peu de cet aspect-là. Alors là, je vais du coup parler vraiment de mon point de vue. Ouais. Parce que tu peux bien imaginer, vu le retard qu'on a sur les humains, oui, j'ose même pas imaginer chez les animaux. Les animaux, on n'a même pas commencé, voilà. Mais moi, dans mon rapport que j'ai avec eux, et justement de tous les chevaux que j'ai pu côtoyer, certains qui avaient vraiment des vrais traumas, d'autres qui sont nés avec des particularités, une personnalité particulière, avec des sensibilités visuelles ou au toucher différentes de la majorité des chevaux. Donc maintenant, on va dire, j'arrive à peu près à faire la différence. Je peux me tromper, bien sûr, parce qu'on n'a jamais rencontré tous les chevaux. Mais la différence entre un cheval qui a vécu des traumas et donc qui aurait pu être normal, équilibré, avoir une belle vie, être gentil. Et donc, ce cheval qui a vécu des traumas et qui, du coup, est devenu violent ou peureux, même avec des terreurs, avec des réactions très, très fortes et violentes. Et de la différence avec un cheval qui n'a pas eu de trauma, mais qui a des particularités propres à lui-même et qui est, par exemple, beaucoup plus sensible à la lumière et aux transitions ombre et lumière que d'autres chevaux, et qui, eux, sont nés comme ça et n'ont pas eu de trauma. Et donc déjà ça, après ça c'est ce que j'avance avec mon expérience personnelle parce que bien sûr on parle pas par exemple d'autisme chez les chevaux, on parle pas d'anxiété généralisée chez les chevaux, mais pour moi il y en a complètement, Et donc après si je reviens aux chevaux traumatisés que j'accueille chez moi depuis plus de 10 ans maintenant, ça fait 12 ans je pense. Même avant, parce que j'ai commencé à 16 ans, à accueillir des chevaux au travail. Ça peut être vraiment des chevaux qui ont été victimes de violences de l'humain, des chevaux qui ont eu un accident, par exemple un accident en van, et qui du coup font une fixette sur le van, c'est la remorque dans laquelle on les transporte. Voilà. Et s'ils ont vécu un accident, je vais intervenir pour les rassurer. Moi, j'aime pas le terme désensibiliser, parce que pour moi, désensibiliser, c'est couper le cheval de sa conscience et le rendre insensible. Et donc, je préfère le terme juste de réflexion. J'apprends au cheval à réfléchir de la bonne manière pour qu'il soit capable d'analyser et d'évaluer le danger, et du coup de se rendre compte qu'il est en sécurité.
Après, c'est beaucoup plus complexe parce que ça demande au cheval, ça me demande à moi d'amener le cheval à avoir une réflexion un peu plus poussée que son réflexe d'avoir peur ou de mémoire traumatique. Et après, sur ce qui est des chevaux traumatisés, par exemple, qui ont été violentés par les hommes, il y a plein de choses que je dois faire avec eux et qui est pareil. Alors, petite interruption. Non, ça va. Maïtou, viens ici. Non. Voilà, il va se coucher. Vas-y. Et donc, par rapport aux chevaux, par exemple, qui ont été violentés, on va dire que c'est quand même très, très courant. C'est pas forcément de la violence volontaire et consciente, mais dans la maladresse, il y a parfois beaucoup de violence chez les humains sur les chevaux. Et donc, je récupère les chevaux pour les rassurer et réparer leur relation à l'homme. Et là, c'est très complexe d'expliquer ce que je fais, mais ça va être vraiment de la relation à pied, où ma manière de bouger, même de respirer, de gérer mes émotions, pour me permettre d'entrer en discussion avec le cheval, mais ça n'a rien d'ésotérique du tout, parce que au moment où je le fais, je peux expliquer exactement tout ce qui se passe. Donc il y a rien, c'est pas du tout de la communication animale ce que je fais, c'est vraiment de la relation sur leur plan à eux, sur leur manière à eux de discuter. Et voilà, j'ai peur de me perdre dans des trucs techniques, donc je te laisse me réorienter sur une question ça pour que marche. je précise plus. Est-ce que ce qui est valable pour le cheval est aussi valable pour les autres animaux, par exemple le chien, le chat, etc., dans le sens où quand ils n'ont pas forcément l'environnement propice pour s'épanouir ou pour jouer, est-ce que aussi ils peuvent faire des dépressions? Ah oui, par rapport à la dépression. Ouais. Oui, ouais, je vais parler pas seulement du trauma, mais aussi de la dépression chez les chevaux. Complètement, pour moi, ça peut arriver sur tous les animaux. Mais les chevaux, ils ont en plus cette particularité, comme je disais tout à l'heure, d'avoir besoin de 200 hectares pour 10 chevaux. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus exposés à la dépression qu'un chien qui va pouvoir, mettons, courir dans son jardin, sa promenade, et qui va faire un peu moins de kilomètres, même 3 fois moins de kilomètres que ses besoins naturels. Mais les chevaux, on n'est pas à 3 fois, on est à 100, 200, 300 fois moins que ce qu'il aurait besoin. Donc les chevaux, ils vont être beaucoup plus exposés à la dépression parce que leurs besoins vitaux, en fait, sont pas vitaux. S'ils sont nourris, qu'ils ont à boire et qu'ils ont un box, on peut se dire leurs besoins vitaux sont remplis, mais leur stimulation mentale, elle n'est pas là du tout. Et donc, moi, j'en rencontre beaucoup des chevaux où les propriétaires me disent « Ah, il est super gentil, il fait rien. Ah, alors, il n'est pas dérangeant du tout, on peut mettre un bébé dessus. Il est super, ce cheval. » Et moi, il me l'amène et en fait, j'ai envie de pleurer quand je vois ce cheval-là parce qu'en fait, il n'y a plus de lumière, il n'y a rien. Donc, en fait, c'est un objet, mais il n'y a plus l'âme dedans, en fait. Donc, forcément, il n'a plus peur de rien parce que, pareil, pour moi, à ce moment-là, il dissociait de son corps et il a donné son corps à l'humain, mais lui n'est plus là, en fait. Parce qu'un cheval, ça ne doit pas ne pas avoir peur. Parce que s'il n'a jamais, jamais, jamais peur, c'est qu'il n'est pas là. Parce que même nous, dans notre vie, on peut avoir peur. Si on est vivant, si on n'a plus peur de rien, c'est qu'il y a un problème, souvent. C'est qu'on est au-delà de nos limites ou alors qu'on est plus présent à nous-mêmes. Donc, on n'a plus peur de rien. Et donc, chez les chevaux, je le vois aussi. Et dans ce cas-là, on voit souvent un cheval amorphe, en fait, un peu inerte et après pour l'humain ça pose pas de problème en fait parce que justement ça va faire des chevaux qui se dérangent pas du tout parce qu'au contraire un humain en dépression s'il a des amis, un entourage social quand même présent, l'humain en dépression va gêner l'entourage présent parce qu'il y a un phénomène de c'est pas normal, donc ça va éveiller l'inquiétude de l'entourage. Mais un cheval dépressif au milieu d'autres chevaux probablement dépressifs et des humains qui sont là pour utiliser le cheval, il n'y aura aucune inquiétude qui se lèvera concernant ce cheval qui est en fait en grave dépression. Je ne sais pas si je me suis pas un peu égarée, mais... Ah non, moi je trouve ça super intéressant. Je trouve ça super intéressant parce que j'aborde souvent les questions de santé mentale chez les humains, etc. Mais c'est vrai que la question animale... On n'y pense pas. On n'y pense pas. C'est très peu abordé, voire même... voilà.
Et c'est peu abordé aussi. Pourquoi ? Parce que ceux qui font les études scientifiques, c'est des éthologues. Et les éthologues, ils sont là pour étudier le cheval sans entrer en interaction avec lui. C'est la base en éthologie, c'est que l'éthologue, il va être en observateur. Et donc en observateur, il va avoir aucune interaction avec, donc il va juste noter ce qu'il voit. Et pour moi, pour détecter des problèmes psychiques chez un autre animal, mais chez un autre être vivant, il ne faut pas seulement l'observer, il faut entrer en interaction avec lui. Sinon, c'est comme un psy qui nous mettrait dans un espace, une maison, et qui nous observerait pour voir à quelle heure on se lève, à quelle heure on se couche, à quelle heure on mange, qui on voit, qu'est-ce qu'on fait. Alors qu'en fait, s'il n'entre pas en interaction avec nous, il ne peut pas vraiment connaître notre état d'esprit. Voilà. Et donc, il y a déjà cette partie-là où, de mon point de vue, l'éthologie a ses limites. Les études éthologiques au niveau scientifique ont leurs limites par rapport à la compréhension des chevaux. Mais en plus, ils choisissent un lot de chevaux qui ne permettent pas, on sait pas leur passé, on sait pas leurs conditions de vie vraiment, et c'est très dur de faire la différence justement pour des gens lambda et même des éthologues spécialisés qui n'entrent donc pas en interaction avec eux, de faire la différence entre un cheval bien dans sa peau mais avec des comportements particuliers et un cheval vraiment trauma mais qui avait toutes les clés entre ses sabots pour être un cheval épanoui. Voilà, et donc c'est vraiment très dur de juger du trauma du cheval, en fait, et de juger l'état psychologique du cheval. Désolée, là, mon petit chien s'agite. Stop. Ça va, tout va bien. Tout à l'heure. Est-ce que tu veux qu'on prenne 5 minutes ? Non, ça va aller, il va se recoucher, normalement. Sinon, je prendrais, mais là, ça devrait le faire. Bon, tu me dis, si tu veux Pas de problème. Qu'on fasse un break animal. On est très animal friendly dans cet épisode. Ah bah tu vois, je savais pas sur les études faites par les chevaux, pour les chevaux. Oui. J'ai tellement de mal. Des éthologues, ouais, complètement. Ouais, oui, l'éthologue, il doit rester parfaitement neutre. Okay. Par exemple, j'ai commencé à travailler avec des zèbres dans un zoo que je ne citerai pas parce que je ne sais pas si... Voilà, ce n'est pas encore totalement officiel parce qu'on commence un peu nos expériences. Et justement, ils m'ont choisi moi parce que je ne dresse pas le cheval, je ne le désensibilise pas et je ne le change pas. Et ça, c'est fondamental dans un zoo, par exemple, parce que souvent, il y a des études aussi qui sont faites au sein des zoos. Et la base, c'est que le zoo ne doit pas intervenir dans l'intégrité de l'animal. Donc, un dresseur n'a pas le droit d'agir sur des animaux de zoo. Et donc, c'est tout l'intérêt là de tester avec moi comment faire pour observer les zèbres, les comprendre et peut-être améliorer leurs soins quotidiens. Donc, par exemple, réussir à leur prendre les sabots, à les changer de parc, à les soigner sans avoir besoin de les anesthésier. Parce que pour l'instant, à chaque fois qu'il y a des soins de fait, ils sont obligés d'être anesthésiés parce qu'ils ne sont pas du tout manipulés, parce que c'est interdit de manipuler les animaux sauvages qui sont dans des zoos. Et je me suis perdue. Voilà. Mais j'ai dit à peu près, voilà. Ça marche. Donc là, on a fait vos 2 parcours individuels. À quel moment, comment vous vous êtes rencontrés, comment la rencontre s'est faite et comment toutes les deux, dans vos parcours, donc toi Manon avec les chevaux, toi Indira avec la danse et ton histoire aussi personnelle et tes études aussi, comment toutes les deux vous vous êtes trouvées / rencontrées? Et en fait, c'est assez non, c'est pas improbable, mais bon, en gros, moi, je crois qu'à cette époque, j'étais dans ma formation de danse thérapeute. Et puis, alors que moi, j'avais pas forcément un lien aux chevaux hyper... j'avais connu les chevaux en centre équestre et c'était horrible. Mais du coup, j'avais cette profonde intuition en moi que j'avais besoin de me connecter aux chevaux et que je voulais relier la danse avec les chevaux. Mais alors que vraiment, franchement, ça allait pas se faire demain parce que clairement, j'avais pas de contact avec les chevaux. Donc, déjà s'approcher d'un cheval et relier la danse avec, voilà. Et là, je vais à une conférence sur la transcognitive
auto-induite. En fait, je ne sais pas si les auditrices, vous connaissez Corinne Sombrin. Manon pourra peut-être un peu... Corinne voilà. Sombrin, Tu connais chamane. C'est ça. Oui. Alors, Ok. peut-être 2-3 petites lignes sur Corinne Sombrin pour les auditeurs et auditrices. Et je laisse Manon parce qu'elle a vraiment fait... moi, j'ai fait la formation, mais Manon a vraiment fait partie de son équipe et tout. Donc, je t'avoue, je vais te laisser... Ouais, du coup, la première fois que tu as entendu parler de moi, c'était à la conférence au Grand Rex. Oui, non, mais ça, je vais en Voilà, parler, mais ok. juste précise qui est Corinne Sombrin, Corinne et après, Sombrin. je reprends sur comment je t'ai... C'est la première française formée en Mongolie en tant que chamane. Voilà. Sauf qu'elle n'a pas voulu s'arrêter à elle devenir chamane. Elle n'a jamais voulu pratiquer en tant que chamane. Et voyant tout le bien que ça lui a fait, en fait, de savoir partir en transe avec le tambour, elle a voulu absolument faire des études scientifiques sur ce qui se passait en transe dans le cerveau. Et pour cela, elle a dû apprendre à partir en transe sans le tambour. Donc, ça s'appelle la transe auto-induite, parce qu'elle n'est pas induite ni par la danse, ni par le chant, ni par le tambour, ni par la drogue. Hein, c'est sans drogue. Et donc, grâce au fait qu'elle a réussi à pratiquer la transe en auto-induction naturelle, on va dire, elle a pu entrer dans les laboratoires et son cerveau a pu être étudié. Et après, au bout de plus de 10 ans de parcours seul, elle a pu commencer par la création d'une boucle de son particulière qu'elle a créée elle-même, à aider à l'auto-induction de la transe pour d'autres personnes, d'abord des artistes. Et donc moi, j'ai eu la chance de faire partie d'une des premières formations sur les artistes pour tester l'auto-induction de la transe, aidée d'abord par la boucle de son. Et au bout de quelques temps, on arrive à auto-induire la transe et qu'un état de conscience modifié, comme une méditation très très profonde, et qui induit le corps aussi. Voilà, c'est la transe, la différence avec la méditation, rapidement, c'est que le corps est intégré dans la transe. Ça veut dire qu'on peut bouger, on peut sauter, on peut chanter, tout. Il n'y a aucune limite, en fait, vraiment à ce que la transe nous emmène à faire. J'essaie de raccourcir, mais c'est difficile de raccourcir ça. Non, mais ouais. Et donc voilà. Et moi, j'ai travaillé ensuite pendant 4 ans avec Corinne Sombrin en tant que formatrice à la transe cognitive. Oh, c'est hyper impressionnant parce que vraiment, pour celles et ceux qui connaissent pas Corinne Sombrin, il faut absolument se renseigner sur ses travaux, mais c'est hyper impressionnant. Je savais pas du tout que tu avais fait ça. Trop bien. Ce sera le sujet d'un prochain podcast. Mais donc du coup, c'est très intéressant. Ah mais c'est extraordinaire. La transe chamanique, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Transe auto-induite, du coup. Voilà, parce qu'il n'y a pas de portée culturelle. En fait, voilà, Corinne a sorti ça du contexte culturel pour justement le rendre accessible aux Occidentaux. Et donc, si tu veux, pour raccourcir, la transe va enseigner à chacun presque la croyance personnelle de chacun, en fait. C'est vraiment, il y a pas de... Il n'y a pas de notion de culture, de figure. En fait, elle a montré que c'était une capacité innée du cerveau humain. Ouais. Tandis que, tu vois, en Mongolie, par exemple, on croit que c'est vraiment que certains élus qui peuvent entrer en transe. Et du coup, il y a toutes des références symboliques, culturelles qui sont associées à la transe chamanique. Parce que c'est vraiment le chaman qui a reçu ce don-là. Tandis que Corinne Sombrin, elle a montré que c'était une capacité universelle et que chaque cerveau pouvait entrer en transe. Oh waouh, donc en fait elle a fait des travaux de recherche qui permettent grâce à la boucle de son, c'est ça ? Ouais, c'est ça. À des personnes lambda de rentrer en transe. Près de 80 personnes partent en transe dès le 2e jour, je crois, ou le 2e week-end. Ouais. Voilà. Alors après, pour préciser, c'est quand même un état très proche parce qu'on s'imagine la transe comme quelque chose qu'on n'a jamais vécu. C'est un état très proche que tu peux avoir quand tu écoutes de la musique très fort dans un concert et que en fait, c'est des émotions qu'on a déjà vécues, mais qu'on n'a pas identifiées comme transe et que du coup, on n'est pas allé chercher ce que cet état de conscience pouvait nous apporter. Tu vois ce que je veux dire ? Parce comme on l'a pas identifié comme un état de conscience modifié, eh ben, on n'est pas allé au bout de ce que cette expérience-là peut t'apprendre sur toi, sur ta sensibilité et comment pousser au max cette expérience de conscience modifiée. Ok, donc c'est un état modifié de conscience très 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 profond. Ouais, c'est
par exemple dans les études, mais très rapidement, parce que forcément on peut en parler des heures aussi de ça, mais par exemple par rapport à la méditation, par rapport aux expériences de mort imminente et par rapport à l'hypnose, la transe se rapproche le plus, par rapport à tous ces états-là, de l'expérience de mort imminente. Donc c'est une expérience très très puissante, la transe, mais après qui peut avoir plein de formes. Et selon la transe qu'on vit, ça peut aussi bien être juste une méditation. Voilà, parce que c'est complexe, c'est vrai. Non, mais c'est hyper intéressant. Mais en fait, la transe, on va dire, si mettons, il y a des gens qui nous écoutent qui sont artistes, pas forcément professionnels, mais qui vivent des états de grâce, ou ça peut être en sport. Et c'est le moment, la transe, c'est un peu ce moment où on croit qu'on n'a plus d'énergie, par exemple, pour courir. Et en fait, tout d'un coup, on perd la notion du temps, on perd la notion de notre fatigue, on a moins de sensations de douleur. On a une endurance beaucoup plus élevée et c'est cet instant-là, en fait, qui peut ressembler à la transe, en fait. Ces états de grâce, un peu, c'est ça qu'on va chercher qu'on va côtoyer même, on va pas forcément le chercher, ça arrive quand on part en transe. Et bon, j'ai une question peut-être un peu naïve et après on va passer sur d'autres sujets, mais quel est le but de rendre la transe accessible à tous et toutes? Eh ben, à la base, justement, il y a une notion un peu, c'est peut-être un mot trop fort, mais de capacité d'auto-guérison, mais à prendre ça quand même très avec des à la pincettes. légère, mais ça nous permet d'accéder à une ressource qu'on a chacun et qu'en fait, en Occident, on n'a pas vraiment de rapport à une culture rituelle, on n'a pas de rite de passage à l'âge adulte, on n'a pas tout ça en fait en Occident. Et en fait, la transe, ça nous permet un peu de revenir à ça, mais sans avoir besoin d'une croyance en particulier. Donc en fait, elle a trouvé ça important de rendre ça accessible à l'Occident, parce que c'est une ressource qui nous apprend énormément et qui, comme le cheval, nous permet d'accéder à plus d'humilité. Ouais, après, si je peux rajouter deux choses par rapport à ce que tu dis, c'est aussi qu'en Occident, on utilise notre cerveau d'une manière hyper délimitée et hyper finalement... oui, on va beaucoup, tu vois, en fait, on vient de l'héritage cartésien, je pense, donc je suis, et donc on va utiliser notre conscience et nos capacités cognitives d'une manière utilitaire, j'ai envie de te dire, mais il y a plein de choses, de façon d'utiliser notre potentialité, nos potentialités humaines, qu'on va s'interdire parce qu'on va se dire, ok, bah non, ça c'est le monde animal, ou alors ça c'est le monde spirituel, ou ça je contrôle pas, donc... Et donc, c'est vraiment de permettre d'aller utiliser des ressources qu'on a en nous de façon complètement, justement, de façon complètement consciente et qu'on puisse vraiment utiliser différemment les potentialités de notre cerveau, en fait. Parce qu'il y a plein de manières différentes d'utiliser le cerveau et ses capacités et aussi de développer un rapport au réel. Donc je pense que c'est tout ça aussi qu'elle a voulu apporter. Après, moi, la limite quand même que je peux apporter à ça, on en avait parlé maintenant. Ouais, bien sûr. C'est même pas une limite, mais c'est juste que si tu cherches à l'utiliser pour t'auto-guérir ou alors pour mieux te connaître et te découvrir, il y a des trucs qui sont intéressants, mais ça a aussi ses limites dans le sens où, par exemple, quand tu fais de la transe auto-induite seule chez toi, t'es la seule valeur, j'ai envie de te dire, qui puisse juger ce qui s'est passé. Et donc, du coup, ça n'appartient qu'à ta subjectivité. T'as pas un truc extérieur, comme par exemple le cheval, ou même la danse, un autre partenaire qui puisse valider ce que tu es en train de vivre et du coup, vraiment valider ce que tu es en train de vivre et le reconnecter à des choses un peu concrètes, quoi. Parce que si c'est ta seule subjectivité et ton seul imaginaire qui est le garant de ce qui se passe, il y a un moment où, en plus, quand tu as vécu des traumas et tout peut aussi un peu se mélanger, tu vois. Oui, c'est ça. En fait, la transe, de toute façon, ça n'empêche pas tout le suivi thérapeutique. Voilà, c'est quelque chose qui doit être mis dans un ensemble, en fait. On ne doit pas faire que ça. Voilà. Mais c'est passionnant. C'est passionnant. C'est très enrichissant et ça permet aussi... je ne sais pas si c'est pour ça qu'elle s'est lancée au départ. Je pense que vraiment au départ, c'était vraiment pour étudier le cerveau, comprendre ce qui se passait même dans son propre cerveau. Et en même temps, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre société occidentale, qui cherche à partir en Amazonie pour prendre de l'ayahuasca ou des drogues ou tout ça, la transe, ça nous permet vraiment de vivre des transes largement équivalentes, je pense, à l'ayahuasca, sans aucun danger.
Il n'y a aucun danger de bad trip, d'allergie aux plantes ou d'intoxication. Enfin, vraiment, c'est nous-mêmes. Et donc, il y a une grande phrase par rapport à la transe. On dit la transe ne va jamais nous emmener au-delà de là où on est prêt à aller. Et donc, ça veut dire que plutôt que la plante nous pousse à pleine vitesse pour vivre un état qui peut choquer plus d'une personne, si elle n'est pas prête, là, la transe va se faire petit à petit, en fait. On va faire une petite transe, une deuxième petite transe, et quand on est prêt, on fait une moyenne transe, et ainsi de suite. Et en fait, il n'y a même pas après de classification de petite ou grande transe, mais on vit la transe qu'on est prêt à vivre, en fait, et qu'on a besoin de vivre. Mais après, effectivement, pour ne pas donner plein pouvoir, et c'est là que je nuance, plein pouvoir à la transe, parce que voilà, aujourd'hui je ne travaille plus avec Transscience pour justement pas donner plein pouvoir à la transe, parce que elle surresponsabilise la personne qui vit une transe. Les personnes qui ont été victimes de violences intrafamiliales ou sexuelles ou voilà, et ont des lourds traumas, comme je disais au tout début de l'interview, qui ont eu lieu sur plusieurs années, sur du long terme, et qui ont eu un impact vraiment sur la personnalité complète et la construction de la personne. Les trans, parfois, peuvent enfermer les personnes dans des boucles de répétition du trauma, parce que mine de rien, c'est faire confiance à notre propre cerveau, mais notre cerveau, il va là où il a l'habitude d'aller aussi parfois. Et du coup, on peut un peu, si on n'est pas accompagné, être coincé dans une boucle qui renforce le trauma, mettons, au lieu de vraiment le transformer et le réparer. Voilà. Après, c'est pour ça, c'est comme toute chose, il faut le faire en étant accompagné et en restant à sa propre écoute. C'est ce que Vaïtou voulait dire. Waouh, merci pour cette parenthèse sur la transe, parce que je sais pas si je vais garder ça dans le podcast, mais ouais, tu verras. Enfin non, pas le truc sur la transe, mais moi j'ai tenté l'ayahuasca en Amazonie aussi, dans un souci de guérison, de traumatisme, etc. Et du coup forcément ça m'intéresse beaucoup de savoir ces approches là, ce qu'il en est, parce que ça, c'est un sujet qui est très, très, très touchy, parce que je sais que c'est très, très, très dangereux pour les personnes qui ont des troubles psychiques. C'est ça. C'est pour ça que j'en parle pas publiquement, et c'est pour ça que je vais couper ce que je suis en train de dire là. Ouais. Mais c'est en Suisse où il y a des travaux qui commencent à se faire sur la psilocybine, comment ça s'appelle ? Le champignon, là. Ouais, psilocybine. Ouais, et en fait, il commence à y avoir des choses sur les traumas, sur les psychotropes, les choses comme ça. Ouais. Même sur la MD et tout, Ouais. Mais on va pas rentrer là-dedans, parce que moi j'ai une communauté de gens qui ont des troubles psy, et c'est dangereux. Et la transe, c'est pareil, donc c'est vraiment, si tu arrives à couper et mettre que ce qui est essentiel, que la transe cognitive, pareil, pour les personnes vraiment qui ont des troubles psy, pour l'instant, on pratique pas trop, ou vraiment dans des cadres expérimentaux, parce que même si on dit que la transe ne nous emmène pas au-delà de là où on est prêt à aller, sur un cerveau défaillant, par exemple, le cerveau peut pas faire vraiment... On n'est pas sûr qu'il peut prendre la bonne décision, en fait, et nous emmener au bon endroit, quoi. Complètement. Voilà. Oui, donc à prendre avec des pincettes, mais en tout cas, c'était une parenthèse super intéressante. Donc j'en reviens au sujet de base. Donc vous vous êtes rencontrés lors d'une conférence. C'est ça, en fait une conférence où moi j'avais vraiment envie de tester la transe cognitive auto-induite, et donc voilà, j'ai commencé à me renseigner dans une conférence, et donc Manon faisait un témoignage vidéo du travail, de son travail avec les chevaux, et de la façon dont elle soignait les traumas de certains chevaux par la transe, et de son rapport entre les chevaux et la musique, et tout de suite en fait ça m'a énormément interpellée, parce que le discours qu'elle avait sur le rapport à ses chevaux, j'entendais en fait qu'elle partait d'une intelligence qui était celle du cheval et pas celle de l'homme. Et c'est vraiment ça, moi, que je cherchais, déjà pour moi, en fait, avant de créer une asso et tout. Voilà, c'était vraiment... Oui, c'est ça, ça a commencé de base, déjà, juste et en plus, toi c'est et hyper moi. récent, hein. On s'est connus il y a... ça va faire 2 ans. Ouais, ça va faire 2 ans qu'on a commencé ouais. à travailler ensemble. Et au début, c'était vraiment pour moi, une quête perso. Ouais. Et donc voilà, j'ai appelé Manon, je lui ai parlé de mon projet, je lui ai aussi parlé que
que j'étais un peu dans la danse et que j'avais très envie de relier les deux. Oui, il y avait quand même déjà un projet dès le départ. Ah, il y avait Il y complètement. avait quand même déjà ton idée et après il y avait le côté ok, mais là j'en ai besoin pour moi, mais j'ai quand même ça en projet et tout. Ça avait l'air quand même. Il y avait la flèche qui était lancée en fait. En fait, et je sais plus si je t'avais parlé de la thérapie ou si je t'avais juste parlé Tu de la m'avais parlé danse. de la Ouais, bon, bah voilà, thérapie. il y avait Ouais, quand si. même. Voilà. Ouais. Donc il y avait quand même. Voilà. Et puis on s'est. Et puis ouais, je sais pas si tu veux rebondir là par rapport à ce que je dis. Si t'as un truc à dire. Et ben du coup après t'es venu chez moi travailler avec mes chevaux, avec Beau Geste, je pense, dès la première Non. fois. Paloma. C'était celui que t'as vendu. Ah, Agapé, oui, Agapé, qui a une très belle vie, qui a une super propriétaire aujourd'hui, mais effectivement, c'était avec Agapé. Et oui, donc t'es venu commencer à travailler avec moi, et là, je te repasse le flambeau. Ouais, et très vite, en fait, moi, ce qui m'a fascinée, c'est vraiment d'être au contact d'une intelligence cellulaire. D'une intelligence qui n'est pas celle du cerveau humain et de tout l'héritage qu'on a dans l'histoire humaine, mais vraiment d'être face à des mémoires cellulaires qui viennent de la nature, qui viennent des chevaux, de leur histoire et de la façon dont leur histoire peuvent rencontrer celle des humains et les soigner. Et en fait, je dis ça parce que Manon, elle travaille vraiment dans un immense respect de ce qu'est le cheval. Elle essaie pas de le dénaturer pour les besoins de l'humain. Je pense que ce qui est spécifique dans ton travail, c'est d'avoir compris, d'avoir une connaissance ancestrale ou je sais pas alors qui sont les chevaux, je sais pas si on peut dire ça, mais moi je le dis, de qui sont les chevaux, voilà, et de la façon dont vraiment leur singularité peuvent travailler avec les humains. Et donc très vite, moi, ce qui a été hyper fort, je vais parler de choses aussi qui peuvent concerner tout le monde, mais ce qui a été très fort, c'est comment je réapprends à repositionner mon corps en tant que sujet dans une relation, en fait, où je me fais pas aspirer par l'autre, où je fais pas qu'un seul corps avec l'autre, mais vraiment, on est deux entités distinctes. Comment est-ce que je réapprends à me faire respecter, à me dire, mais en fait, je suis pas une énorme merde. En fait, quand je me respecte moi, l'autre il me respecte à côté et il attend ça pour moi. Parce que les chevaux de Manon, dès que je suis dans quelque chose où je suis dans le stress, où je suis dans l'agressivité et tout, il veut pas, enfin voilà, il entre pas en relation avec moi, il m'écoute pas. Dès que je suis dans quelque chose où je me respecte, il est complètement connecté et dispo pour construire quelque chose. Et ce qui a été très fort aussi, c'est que, là je parle de plusieurs séances, c'est de me rendre compte à chaque fois qu'il était un miroir de tous mes mécanismes de défense. Et que par là, j'ai pu aussi me dissocier de l'identification à mon corps, au corps de mon agresseur. Parce que, en fait, quand j'étais dans l'identification au corps de l'agresseur, c'était les mécanismes de refoulement, c'était la violence, tout ce que le cheval refusait. Et dès que j'étais dans quelque chose qui m'appartenait à moi, le cheval résonnait. Et donc du coup, et très vite en fait, moi je pensais qu'on allait mettre des années même à lier le mouvement avec le cheval, et c'est venu de façon hyper naturelle. En fait, ce que Indira aussi essaye d'expliquer, c'est que son vécu, en fait, chaque vécu avec le cheval est hyper personnel et personnalisé, et c'est vraiment du ressenti subtil, en fait, mais qui est subtil de l'extérieur et qui est difficile à expliquer. Mais quand la personne vit cet état juste et que le cheval est en communion à ce moment-là, en discussion, en interaction avec la personne sait et a senti profondément en elle quel était cet axe dans lequel elle était et quelles étaient les limites avant qu'elle n'arrivait pas à sentir ou qu'elle dépassait. Et c'est vraiment quelque chose où moi, de l'extérieur, je peux expliquer vraiment à chaque seconde tout ce qui se passe chez le cheval. Et c'est vraiment là-dessus que je vais m'appuyer. Et en fait, la personne, à ce moment-là, elle entend le message qui la concerne, elle. Mais c'est jamais vraiment moi qui vais directement parler à la personne et faire un travail de coach. Moi, vraiment, je vais être dans l'interprétation de tout ce que fait le cheval, de tout ce que ressent le cheval. Et la personne, c'est elle qui a conscience de toute son histoire. Moi, bien souvent, je ne sais pas ce que la personne a vécu. Je ne sais pas avec quoi elle arrive. Je sais après, parfois, quand il y a des problématiques
plus traumatique ou psychiatrique parfois pour savoir aussi comment peser mes mots selon la vulnérabilité de la personne. Mais sinon, en fait, c'est vraiment, je ne fais que interpréter tout ce que le cheval pas me dit, parce que c'est pas... c'est vraiment tangible, en fait. C'est vraiment, je peux l'expliquer, je pourrais avoir une vidéo et expliquer à tel instant ce qui s'est passé, ce que le cheval a ressenti. Et une fois que la personne commence à regarder le cheval, ça devient vraiment flagrant, en fait. Alors que ça paraissait quelque chose de très obscur, très compliqué. Mais en fait, c'est flagrant une fois qu'on le regarde et qu'on sait quoi regarder, comment le regarder. Et ça permet à la personne de vraiment recevoir le message qui la concerne au moment où elle est prête à le recevoir. Presque pour moi, justement, comme la transe. Parce que je suis passée de la transe cognitive à j'ai arrêté la transe cognitive et maintenant, je reproduis un peu ce que la transe m'a appris, mais avec les chevaux. Parce que justement, les chevaux, il y a quelque chose de profondément bienveillant. Et par exemple, là où la transe peut un peu... après, c'est pas la transe, c'est la personne et la transe... peut coincer la personne dans ses traumas et dans quelque chose de vraiment dur, parfois vraiment dur et perturbant, le cheval, il a une bienveillance de chaque instant. Et même quand le cheval va dire là, t'es violent, parce que le cheval, il peut aussi refuser la violence de la participante, qui n'est pas coupable à ce moment-là de ressortir de la violence, mais c'est quelque chose qui se passe. Le cheval, il va mettre non, il va mettre la limite, mais il va jamais remettre la personne dans de la violence, dans quelque chose de un peu malsain. Et ou alors, si ça arrive, c'est que le cheval n'est pas prêt à être thérapeute. C'est que c'est trop tôt pour lui et qu'il ne peut pas avoir cette charge. Mais une fois que le cheval est prêt, c'est assez magique, justement, de voir comment il accompagne la personne à ces problématiques vraiment personnalisées, quoi. Uniques. C'est vrai que ça m'avait beaucoup marqué quand on a fait notre stage ensemble, notre atelier ensemble. C'est que c'est vrai que tu es pas du tout au courant des problématiques de chacune. On te partage pas le pourquoi on vient. Et c'est vrai que moi, je t'ai perçue comme une traductrice du langage cheval. C'est ça. C'est vraiment comme ça, en tout cas que ça s'est fait dans l'atelier qu'on a fait ensemble. C'est que voilà, tu traduis ce qui se passe, mais tu n'interfères en rien dans ce qui se passe. Et il y a une totale confiance qui est faite aux consignes de l'exercice et à l'animal. Et c'est vrai que ce qui ressort de ça, c'est assez magique. Parce qu'en plus, j'essaye de... Alors au départ, c'était pas conscient, maintenant ça l'est, mais pareil, de remettre la personne vraiment au centre de sa propre thérapie. Du coup, c'est en ça que je suis juste une traductrice, c'est que la personne vit vraiment sa thérapie, ses besoins avec le cheval. Et du coup, la personne, quand elle repart, voilà, moi j'ai été juste une aidante. Mais j'ai pas été celle qui a donné la solution. J'ai pas été... voilà, moi, j'ai juste allumé la lumière, là où le cheval me disait, vas-y, allume-la. Mets de la lumière ici. Elle voit pas assez clair. Oh, mon Dieu, mais c'est tellement... Je trouve que c'est ça qui fait la beauté de cette approche, justement. Trop bien. Alors là, du coup, on a parlé beaucoup donc, de vos ressentis respectifs vis-à-vis de tout ça. Et juste pour finir ouais. par rapport à ça, et du coup, ce qui a été hyper important pour moi quand j'ai rencontré Manon, c'était de me dire, du coup, à partir de la formation que j'avais en danse-thérapie, du travail que je commençais avec les chevaux, de me dire que le lien en fait entre ces deux approches permettait vraiment de venir compléter ce qui était proposé dans les thérapies institutionnelles, type EMDR, voilà, les thérapies très cognitives, et permettait vraiment d'apporter un accompagnement des mémoires du corps et de l'aspect relationnel. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé à écrire sur le projet de créer une thérapie qui relierait les deux approches. Parce que, en fait, la danse au début, donc au début en plus quand on est en début de parcours sur les premières séances, c'est pas de la danse mais c'est vraiment du travail d'ancrage du corps et de prise de conscience du corps dans le réel et dans l'espace qui va être nécessaire après pour se connecter au cheval. Voilà.
Quels ont été les retours des participantes lors des premiers ateliers qui ont été faits? Est-ce que vous pouvez nous partager un peu qu'est-ce qui est ressorti des ateliers, globalement? Tu veux commencer? Je te laisserai plus dire, mais je dirais déjà quasiment tout le monde, on va dire, de la sidération. Sidération. Il y a un côté très suspendu, où après ce temps, cette journée, il y a un côté vraiment introspectif, en fait, suspendu de prise de conscience de tout ce qui vient de se passer, avec en même temps, la plupart du temps, et j'espère, une fluidité, en fait, où la personne vit chaque chose qui est pourtant des trucs hyper importants, parfois attendus depuis des années, mais avec une simplicité où tout se passe dans de la douceur, en fait. Et après, il peut y avoir parfois des remous, mais il y a, il y a une bienveillance, je pense, qui ressort de chaque participante entre elles, et j'espère de nous avec les participantes, et du cheval avec les participantes. Et voilà, il y a un groupement de bienveillance qui permet de laisser émerger des choses belles et parfois fondamentales. Et puis sur le dernier atelier, il y a eu 2 choses qui m'ont beaucoup touchée. Il y a une religieuse qui a participé, qui a subi des violences. Et en plus, on va pas rentrer là-dedans, mais en plus je pense qu'avec la religion, la question du corps et tout, c'est assez compliqué. Et vraiment, mais elle pleurait de se dire, en fait, mon corps peut être un lieu de vie, mon corps peut être une ressource, c'est pas un ennemi pour moi. Mon corps, en fait, c'est une ressource. Et ce qui a été très fort, c'est une autre participante qui a le fait d'interagir avec le cheval et de prendre des décisions pour elle, lui a permis en fait de couper les ponts avec son père qui l'avait incesté. 1 semaine après l'atelier. Alors après, c'est pas juste l'atelier, hein, c'est une femme qui a à peu près une 50aine d'années, donc il y a quand même tout un parcours de vie et psy derrière. Mais voilà, le fait d'avoir eu cet accompagnement-là à ce moment-là, lui a permis dans son parcours de prendre une décision. Comme je disais, en fait, le fait d'avoir une relation juste, ça lui a permis de réajuster les relations pas justes qu'elle avait à l'extérieur. Voilà. Ok. Je vais conclure cet épisode de podcast. Petit 1, si jamais des personnes qui nous ont écoutés veulent elles aussi faire des ateliers, où est-ce qu'on peut vous trouver pour l'association, pour les ateliers Donc pour l'association, donc juste pour dire un mot sur l'association, du coup c'est une association qui propose ce dispositif qui est thérapeutique qui relie les 2 approches, donc la danse-thérapie et la médiation avec les chevaux, où on a tout un dispositif qui prend en charge les femmes en précarité. Et donc on travaille aussi avec beaucoup de centres sociaux et d'associations. Et du coup, il y a le site orpheos.org et l'adresse mail contact@orpheos.fr. Super, merci beaucoup. Je termine par les 2 questions avec lesquelles je termine toujours mon podcast. Comment vous vous êtes senti durant cet enregistrement ? Écoute, pour ma part, très bien, et avec un moment d'introspection aussi privilégié. Merci Manon. Indira ? Beaucoup d'émotions, d'écoute, et j'ai l'impression que nos 3 mémoires corporelles, cellulaires se sont connectées tout ensemble, et c'était trop beau, un moment de connexion cellulaire, trop beau, donc merci. Et merci Nathan. Et Nathan. En vrai, c'est important quand même. Ok, et enfin la dernière question. Est-ce que vous avez un message pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent que vous souhaitez transmettre ou pas, comme vous voulez? Là, c'est carte blanche. Ouais, je dirais par rapport à toutes ces médecines dont on a parlé, alternatives par exemple, ou moi j'aime bien parler aussi de médecine intégrative.
Et je dirais en fait à chacun d'être à l'écoute vraiment de soi, et que même quand on va voir quelqu'un qui est professionnel, qui a du coup une certaine supériorité par rapport à nous, à qui on fait confiance, si on se sent pas bien, pas hésiter à changer de thérapeute, à changer de praticien pour explorer autre chose jusqu'à trouver quelque chose qui est justement ce dont Indira a parlé plusieurs fois, où on sent que c'est juste. Et vraiment, si on sent une dissonance, un nœud, quelque chose qui va pas, bien sûr, il faut se remettre en question, hein, bien sûr, il faut réfléchir, mais parfois, juste, ça va pas, il faut chercher ailleurs et continuer à chercher, même parfois, jusqu'à trouver la personne, l'accompagnant, les accompagnants avec qui on se sent vraiment bien et en sécurité. Ouais, très très beau conseil. Et moi, ce serait plus personnel. Moi, ce qui me vient là, c'est que la période où c'était vraiment très très sombre et très très noir, et qui me donnait plus envie de croire en grand chose, j'avais quand même au fond de moi un truc qui me disait, mais si autant de noir existe, ça veut dire qu'il doit y avoir une lumière, mais encore plus énorme, qui existe, sinon c'est pas possible. Et le fait est que oui, cette lumière-là, elle est bien plus grande que tout. Donc même si elle met du temps à arriver, elle arrive. Voilà. Waouh. Moi, je tiens très, 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 très fort à vous remercier toutes les deux pour cet épisode de podcast, parce que vraiment, c'était petit à une grande première pour moi, mais aussi super intéressant. On a exploré plein de pistes, et c'est ça aussi que j'aime beaucoup. C'est qu'il n'y a rien du tout qui est préécrit, tout est hyper spontané, et il en sort ce qu'il en sort, donc merci beaucoup. Et merci aussi à, j'ai oublié son prénom, Vahitou. Vahitou. Oui, c'est ça. On l'a vu ou pas? On l'a pas vu à la caméra, mais le bébé dalmatien qui nous a accompagnés pendant tout cet épisode de podcast et que vous avez entendu en arrière-fond. Voilà, merci beaucoup, 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 beaucoup. Et si vous voulez le voir, faudra regarder la vidéo YouTube, parce que c'est un podcast, on n'a pas d'image, mais sur YouTube, vous pourrez voir cette beauté extraordinaire, visuelle et auditive. Voilà, gros bisous. Yeah! Et merci Nathan. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé et souviens-toi de t'abonner pour être averti des nouvelles sorties. Tu peux me suivre sur TikTok et Instagram sous le nom de Voyageuse au naturel, tous les liens sont en description. Je t'envoie mes ondes les plus positives et on se retrouve très vite pour encore plus d'échanges inspirants.